Il a gâché sa vie en tant qu'aventurier le plus faible, toujours coincé au bas de l'échelle. Les regrets l'ont hanté jusqu'à la fin, quand les monstres ont envahi le monde. Même son dernier effort s'est soldé par un échec et la mort. Et ensuite est venu le bug, régression, et une seule statistique buggée, chance maximale. Maintenant, chaque pas, chaque coup, chaque pari tourne en sa faveur. Le fou autrefois moqué comme inutile, peut-il réécrire le destin lui-même? Découvrons-le. Cette histoire commence par une chasse aux mignons slime argentés. Des monstres incroyablement rares, selon les aventuriers, et il y en a 4. Les aventuriers se sont cachés derrière un arbre, et sont restés silencieux, décidant de les laisser partir, mais il y en avait un parmi eux, qui n'avait pas peur des slimes. Il s'est précipité en avant et a porté le premier coup avec un coup critique. Puis le deuxième coup était encore critique. Et enfin le troisième. Chacun de ces coups était critique. Avec cela, il a facilement tué les slimes. Et le système a rapporté que le joueur Yukito Takahashi a reçu les objets de rang S suivants. Armure de slime argenté, gants et bottes. Il a regardé les objets lâchés par les monstres. Et un des aventuriers a exclamé avec surprise qu'il les avait tous tués d'un coup, et chacun avec un coup critique. Et le butin, il semble, était assez rare. Ils l'ont appelé chanceux. Et en attendant, il a vérifié son inventaire, et a pensé qu'il ne pouvait même pas croire que tout cela était d'un rang si élevé, trop beau pour être vrai. C'était comme une récompense pour toutes les difficultés qu'il avait traversées dans sa vie passée. Son destin dans sa vie précédente était assez mauvais. Il avait été aventurier jusqu'à la fin de sa vie, mais il n'avait jamais pu dépasser le rang bronze. Et ainsi, un homme de 85 ans est allé au premier étage du donjon de Tokyo. Tous les aventuriers étaient excités par quelque chose. L'un d'eux a montré aux autres les nouvelles que les monstres avaient déjà atteint ici. Donc ce n'était plus sur dehors, à Tokyo même. Le chaos régnait maintenant. Les monstres avaient couvert toute la ville et commençaient à la détruire. Alors les aventuriers ont décidé d'aller plus profondément dans le donjon, mais l'un d'eux n'était pas d'accord avec eux. Parce que les monstres d'en haut les rattraperaient simplement. Il a couru vers le vieil homme et lui a dit qu'il ferait mieux de s'enfuir aussi. Ce n'était pas le moment de chasser les slimes, mais Yukito est resté silencieux et a repoussé sa main, puis s'est dirigé vers les slimes, pendant que tout le monde courait vers l'entrée. Il marchait vers les monstres, tandis que les aventuriers disaient qu'il était clairement devenu fou. Un vieil homme inutile, dont le statut ne montrait jamais plus. Un des aventuriers l'a poussé, lui disant de dégager le chemin, et il est tombé. Mais même ainsi, il a décidé de ne pas abandonner, et a pris son épée et s'est relevé. Il semble que des décennies se soient écoulées depuis l'apparition des aventuriers, et avec eux, le système habituel de caractéristiques pour tout le monde, mais avec des types de développement individuel. Le niveau augmente lorsque vous battez des monstres, et avec le niveau, les caractéristiques grandissent. Parfois, les aventuriers reçoivent même de la magie ou des compétences. C'est une chose courante, mais lui seul ne se distinguait en rien. Les caractéristiques étaient très faibles, même s'il était au niveau 98. Il a fait de son mieux, a vaincu des monstres faibles, et a fini par atteindre le niveau 98. Personne ne pouvait plus le battre. Il était le seul à avoir réussi à atteindre cela, tout comme il l'a fait dans sa jeunesse. Il a continué à découper les slimes. Et quand il ne restait que quelques monstres, son épée s'est cassée et il l'a jetée. Le niveau maximum est 99, le dernier restant. Ses efforts seront pleinement récompensés une fois qu'il atteindra le sommet. Alors il a décidé de se jeter sur le slime à main nue, avec un cri fort, et a commencé à le battre, pensant que sans aucun doute, la croissance des caractéristiques est juste retardée. Apparemment, c'est le cas. Il a commencé à déchirer le pauvre slime avec ses dents. Et enfin, la fenêtre du système tant convoitée est apparue devant ses yeux. Le système l'a félicité pour avoir atteint le niveau maximum. Et il a pensé avec des mains tremblantes qu'il était enfin temps de recevoir une récompense pour tout son travail. Mais ses attentes n'ont pas été satisfaites. Pour tout son travail, le système a augmenté sa force de seulement une unité. Il a regardé la fenêtre des caractéristiques sous le choc, puis est tombé à genoux et a crié « Il se moque de moi ?» Tout cela était-il en vain? Alors il n'obtiendra rien. Il a attrapé sa tête et a commencé à pleurer. Il ne pouvait plus avancer. Maintenant, l'espoir l'avait finalement quitté. Il n'a pas remarqué comment les monstres l'entouraient de tous côtés, et seulement quand il a regardé autour de lui, il a réalisé combien ils étaient nombreux. Il a également réalisé qu'il avait vécu sa vie en vain. Tout le monde le regardait de haut. Il ne pouvait même pas sauver sa mère aimante. Et il a ruiné le bonheur de sa seule sœur cadette. Cette vie était arrivée à sa fin. Après cela, un énorme monstre l'a écrasé, et le système a rapporté la mort. Mais une autre fenêtre du système est apparue, signalant une erreur dans son système de statistiques. La fonction de récupération de vie et de retour en arrière a été appliquée. Les paramètres cachés ont été détectés. Les statistiques bonus ont été attribuées en compensation. Point de statistiques uniques. Plus 9999. Quand il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé à la réception de la guilde des aventuriers, et la fille lui donnant son jeton, l'a félicité d'être maintenant un aventurier. Il a regardé avec confusion, puis a commencé à regarder autour de lui, et elle a demandé si quelque chose n'allait pas. Il a souri maladroitement, et lui a dit que tout allait bien, puis a pris le jeton, et l'a remercié. Il s'est éloigné, et a sorti son téléphone, vérifiant la date. Le 15 mars est le jour où il s'est inscrit à la guilde des aventuriers. Mais que s'est-il passé? Il se souvient que juste avant sa mort, il a vu quelque chose à propos de caractéristiques bonus. Il a décidé de vérifier sa fenêtre de caractéristiques. Mais voyant qu'elles étaient toujours au même niveau, il a ri nerveusement et a pensé que cela ne pouvait pas être autrement. Il a remarqué un curseur à proximité et a fait défiler la liste et imaginé sa surprise quand il a vu que sa nouvelle caractéristique de chance était augmentée de 9999 unités. Il était très confus. Cela n'était pas là avant. Et il a pensé que cette caractéristique était probablement un paramètre caché dans sa vie passée. Mais il ne peut pas y croire. Il a regardé sa main et se souvenant de comment il avait complètement désespéré avant sa mort, il a pensé
Et une telle caractéristique pour une personne qui a 70 ans d'échecs derrière lui. Il s'est dirigé vers la sortie de la guilde et a décidé de vérifier immédiatement la nouvelle caractéristique en chassant les slimes. Après un certain temps, il se retrouva au premier étage du donjon de Tokyo, trace immortelle. Il regarda au loin avec un sourire et vit ses vieux amis, les slimes. Un bruissement suspect se fit immédiatement entendre derrière lui. Il se retourna et pensa avec surprise. Est-ce vraiment un slime argenté? C'est un monstre incroyablement rare, qu'il n'a rencontré qu'une seule fois dans toute sa vie passée. Et alors il s'était enfui dès qu'il l'avait vu. Les slimes donnent une quantité de points d'expérience sans précédent, mais sont célèbres pour leur caractère insaisissable. Il sortit son épée et commença à s'approcher discrètement. Juste un pas, et son épée le rattrapera. Mais lorsqu'il était presque près du slime, une flèche vola dans le sol devant ses pieds. Et un aventurier s'excusa auprès de lui en disant qu'il avait raté. C. l'appela mentalement un idiot stupide. Et quand il vit le slime, qui se précipitait nerveusement près de la flèche, il fut très surpris. Il aurait dû fuir un tel bruit. Soudain, le slime sauta vers lui, et il esquiva, pensant qu'il l'attaquait. Le slime atterrit non loin de lui, puis sauta vers lui à nouveau. Et Yukito serra son épée plus fort, après quoi il para le coup, et perça immédiatement le noyau du slime. La coquille visqueuse du monstre s'étala sur l'herbe, et le noyau se fissura. En le tuant, son niveau augmenta immédiatement de 4, et en regardant son épée, il pensa qu'elle s'était cassée d'un seul coup. Les slimes argentés sont si durables, il doit acheter une nouvelle arme. Pendant qu'il remettait l'arme cassée dans son inventaire, il remarqua une lueur dorée derrière lui, et s'exclama que cela ne pouvait pas arriver. Devant lui, sur l'herbe, se trouvait une épée de rang S qui était tombée d'un slime. Il la ramassa, et dit que c'était un excellent début. Le système lui indiqua qu'il tenait une grande épée de slime argenté. Elle offrait une puissance d'attaque accrue, et avait également 30% de chance de manquer la cible, en raison de la tendance du slime argenté à esquiver. Il étira son épaule avec enthousiasme, et décida de faire une bonne chasse. Lorsqu'il se retourna, il vit 4 slimes argentés devant lui en même temps. C'était tellement incroyable qu'au début, il pensa même que c'était un rêve. Tous les 4 se jetèrent sur lui en même temps. Et lui, prenant une position de combat, pensa qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il devrait se battre. Compte tenu des caractéristiques de son épée, il ne serait pas possible de les frapper tous d'un seul coup. Mais même ainsi, il se jeta sur le slime et commença à les tuer un par un. Tous ses coups étaient critiques. Et lorsqu'il acheva le dernier slime, il trouva beaucoup d'équipements de haut rang sur l'herbe. Il la ramassa et pensa avec un sourire que, d'une façon ou d'une autre, il avait quand même réussi à tous les vaincre d'un seul coup. Sa chasse continua pendant environ 1 heure de plus, pendant laquelle il rencontra seulement 10 slimes argentés. Chacun d'eux laissa tomber un butin rare. Et il n'eut d'autre choix que d'admettre que la chance n'est pas une phrase vide. Il était très heureux et s'allongea sur l'herbe. Après quoi, il regarda le ciel et pensa que maintenant qu'il avait un tel pouvoir, il pourrait certainement devenir une personne importante et rendre sa famille heureuse, sa mère malade et bien sûr, sa sœur. Se souvenant soudain de quelque chose, il se leva et pensa que maintenant il avait même à nouveau une maison où il pouvait retourner. Après ces longues 70 années de solitude, il allait enfin rentrer chez lui. Lorsqu'il rentra chez lui et vit le numéro de son appartement, il se figea sur place. Il se dit mentalement de se calmer et se demanda pourquoi il était si nerveux en premier lieu. Rassemblant sa détermination, il prit une profonde inspiration et était sur le point d'ouvrir la porte. Mais sa sœur cadette le devança. Elle le regarda avec un sourire et lui souhaita la bienvenue chez lui, et quand il la vit, il ne put plus se retenir. Il la serra immédiatement dans ses bras, et elle lui demanda ce qui n'allait pas avec lui. Était-ce une blague avec une caméra cachée? Elle rit et lui demanda de la lâcher, mais il l'ignora et pensa que cette fois, il ne laisserait personne lui prendre son trésor. Après cela, ils entrèrent dans la maison, et il lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Elle ne réagit pas avec beaucoup de surprise. Au contraire, elle était seulement heureuse, et demanda s'il pouvait vraiment sauver leur mère avec ça. Il le confirma, et dit qu'il devait juste faire un petit effort. Le lendemain, il échangea les objets rares qu'il avait reçus, et utilisa l'argent pour acheter la potion de guérison de la plus haute qualité, à la vente aux enchères. Après cela, lui et sa sœur allèrent rendre visite à leur mère. Dès qu'ils entrèrent, Nozomi salua sa mère avec un sourire, et elle fut très heureuse de les voir et leur demanda comment ils allaient. MC sourit, et lui dit qu'il devrait lui demander ça. Après quoi sa sœur donna à leur mère une boîte de dessert, et elle applaudit joyeusement, en disant que c'était si mignon. Ils n'auraient pas dû dépenser autant pour ça. Ils auraient dû manger pour eux-mêmes avec l'argent. Son fils lui dit qu'elle n'avait plus à s'inquiéter de l'argent. Ils avaient un autre cadeau. Elle demanda d'un air dubitatif quel était leur cadeau. Et Yukito lui tendit la potion en disant qu'il savait que cela paraissait étrange, mais qu'elle la boive. Nozomi dit avec un sourire fier que son frère aîné avait gagné de l'argent dans le donjon et avait acheté ça pour elle. Leur mère fut surprise et dit qu'il venait juste de devenir aventurier. Comment avait-il réussi à gagner autant d'argent? Il lui dit qu'il avait juste eu de la chance. Après quoi il lui demanda de boire la potion. Et elle la but sans réfléchir. Dès que la potion fit effet, elle sembla s'épanouir et fixa un point avec surprise. Les enfants se figèrent dans l'attente. Et bientôt, elle s'exclama joyeusement que c'était comme si un poids avait été levé de ses épaules et qu'il était devenu beaucoup plus facile de respirer. MC sourit. Après quoi sa petite sœur devint très heureuse et s'exclama que tout avait fonctionné pour lui, et puis leur mère, que la potion avait un goût dégoûtant. Son fils lui donna immédiatement un dessert pour qu'elle puisse se débarrasser du goût désagréable. Et ils rentrèrent chez eux. Les symptômes s'atténuèrent et la maladie cessa de progresser. Après une courte réhabilitation, leur mère fut autorisée à rentrer chez elle.
Quand les trois rentrèrent chez eux, leur mère dit, avec un sourire, qu'ils pouvaient vivre ensemble, sous un même toit à nouveau, comme si elle était dans un rêve heureux. La fille rit et dit que tout était réel. Après quoi ils mangèrent, et leur pauvre mère, qui venait de sortir de l'hôpital, commença à faire la vaisselle. Pendant qu'elle faisait cela, elle a dit avec un sourire que rien ne la calmait, comme les murs de sa maison. Et sa fille s'est exclamée qu'elle était très contente qu'elle se sente mieux. Yukito a dit qu'il était content aussi, mais que ce n'était pas suffisant. Sa sœur cadette a demandé pourquoi, et il lui a dit que cette potion était une mesure temporaire. Elle n'était pas capable de guérir complètement la maladie. Nozomi était confuse, et a demandé ce qu'il devrait faire alors. Il s'est levé, et a dit sérieusement qu'ils avaient besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant, comme un élixir. Elle a demandé s'il parlait de cette chose à la télévision. Un objet que les meilleurs aventuriers du monde avaient découvert. Il l'a confirmé, et a dit qu'on ne pouvait le trouver qu'en dessous du 50e étage, et qu'il ne pouvait pas être acheté pour n'importe quelle somme d'argent. Elle a souri et a demandé. Donc c'est un objet unique. Il a mis les plats dans l'évier, ajoutant plus de travail à sa mère déjà malade. Et l'a confirmé, après quoi, il a pensé qu'un objet unique était une chose spéciale, qui ne pouvait être utilisée que par celui qui en avait pris possession à l'origine, une récompense, qui ne pouvait être obtenue qu'en battant une créature puissante. Sa sœur a demandé s'il ne pouvait pas l'acheter. Cela signifiait qu'ils devaient le trouver eux-mêmes. Il a confirmé et a mis plus de plats dans l'évier, et sa sœur, commençant à aider sa mère, a demandé, pouvait-il descendre en dessous du 10e étage? Il lui a dit qu'en théorie, il ne pouvait pas, qu'il mourrait comme un chien en chemin. Et elle s'est exclamée. Donc il ne verrait pas l'élixir. Il a souri et a souligné qu'il avait dit que c'était seulement en théorie, puis a regardé sa mère laver la vaisselle. Et a pensé qu'il n'avait pas seulement gagné de la chance, mais qu'il avait aussi conservé les connaissances de sa vie passée. L'élixir pouvait être trouvé sur des étages élevés aussi. Il avait entendu parler d'une exception, et c'était le boss du 20e étage, l'ancien golem. Le butin unique de ce golem était l'élixir, mais la chance que ce boss apparaisse était extrêmement faible. Il avait besoin d'un objet rare d'un boss aussi rare. Donc tout était une question de chance. Il n'avait entendu parler de l'obtention de l'élixir de ce boss qu'une seule fois dans sa vie passée, mais avec sa chance, il serait certainement capable de le trouver. Il a ouvert le frigo avec un sourire en coin, et sa petite sœur a remarqué qu'il avait à nouveau cette expression suspecte sur son visage. Il a sorti une bouteille d'une sorte de boisson et a demandé « Est-ce vraiment si suspect ?» Elle a dit que cela n'avait pas d'importance, puis a sorti les verres et lui a fait un clin d'œil, disant qu'il pouvait tout faire. Il lui a souri en retour et a été d'accord avec elle, puis a versé la boisson dans les verres et a dit qu'il devait encore se préparer avant d'aller dans le donjon. Il y avait toujours une échappatoire partout. Le temps a passé, et le moment était venu d'aller dans le donjon. Il a commencé à rassembler des choses et a décidé de commencer par l'équipement. Pour commencer, il a pris l'épée qu'il avait récemment reçue d'un slime argenté et a également mis un pull appelé l'arme de slime argenté qui avait 33% de chance de réduire les dégâts subis. Sa sœur a regardé dans sa chambre et a demandé s'il partait déjà. Il l'a confirmé et elle a demandé, donc il allait partir comme ça. Habituellement, les guerriers portent une armure lourde lorsqu'ils vont dans les donjons. Il a souri maladroitement et s'est gratté l'arrière de la tête, d'accord avec elle. Mais il n'aurait pas la force de porter quelque chose comme ça. Il a pensé que la fenêtre des statistiques révèle le potentiel d'une personne. Il ne peut qu'espérer la chance. Avec de telles statistiques, il ne pourra pas gérer un équipement complet. Donc, il ne prendra qu'une épée parmi les objets lourds. Mais grâce à la montée de niveau, il a beaucoup de compétences. Par exemple, le coup puissant en couche est une compétence de combat qui a 30% de faire 3 coups critiques d'affilée. Sa sœur a demandé s'il voulait améliorer ses statistiques. Il y a un 5e étage là-bas appelé la couronne d'Alice. MC a dit que du butin rare pouvait être obtenu des monstres locaux, un fruit magique, et cela l'aiderait. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée, et Nozomi lui a demandé de prendre soin de lui, après quoi elle lui a donné un bento, et a dit que bien qu'il puisse manger à sa faim de fruits là-bas, il devrait quand même prendre ça. Il l'a remercié et l'a mis dans son inventaire, après quoi il lui a dit au revoir et est parti. Bientôt, il a atteint le 5e étage, qui était une forêt dense, pleine de dangers. Il a avancé le long du chemin, et a pensé que le 5e étage était connu sous le nom de couronne d'Alice. Presque tout l'espace était rempli de monstres de type plante, donc il était facile de se perdre. Mais cet étage était considéré comme de bas niveau, et avait longtemps été nettoyé par d'autres aventuriers. Tant qu'il avait la carte, il ne devrait pas y avoir de problème. Il a atteint une petite clairière, et a vu les arbres de forme étrange. Il a sorti son épée, et a pensé avec un sourire que c'était le repère des ans. L'an a mis un piège par mimétisme, c'est pourquoi ils ressemblent à des arbres. Cependant, leur camouflage n'est pas parfait. Il a ramassé une pierre du sol et l'a lancée, pensant que s'il les regardait de près, il remarquerait que les feuilles n'avaient pas de veines, et que les racines poussaient dans une direction étrange. Dès que la pierre a frappé le tronc de l'arbre, il a immédiatement pris vie, et les racines sont sorties de sous le sol, et ont commencé à soulever ce qui était sous le sol. Un énorme monstre a grandi devant Yukito. Il a sorti son épée, et a dit qu'il le pensait. Puis s'est précipité en avant, et a coupé le monstre d'un seul coup, infligeant un coup critique. Il lui suffisait seulement de prévoir leur apparition, et d'agir. Il s'est retourné, et a vu un fruit magique qui était tombé du monstre. Il l'a immédiatement mangé, et a ressenti un léger goût de poire et de pomme. Mais le goût n'a pas d'importance ici. Cela affecte les caractéristiques. Il l'a vérifié. Et voyant comment une unité avait été ajoutée à sa force, il était content qu'elles augmentent, grâce au fruit magique, bien que son effet soit insignifiant. Même lui peut devenir un guerrier fort. Après cela, la chasse la plus brutale aux ans a commencé. Il a constamment combattu et mangé à nouveau. Et quand il a ouvert la fenêtre des caractéristiques, il a trouvé qu'il avait déjà atteint sa limite dans le pompage. Les fruits lui ont donné des caractéristiques bonus. Maintenant, elles étaient dans la plage de 14 à 27.
Enfin, il a un niveau de combat moyen. Il s'est échauffé et a pensé qu'il était temps de finir. Mais dès qu'il a voulu revenir, quelqu'un l'a attaqué, et il a rapidement sauté sur le côté, s'exclamant « Qui est là ?» Il y avait 2 gars debout devant lui. Ils ont dit que c'était mal de prendre tout le butin pour soi. Donc ils sont venus lui donner une leçon. MC les regarda attentivement. En juger par leur apparence de bandits, c'était des voleurs typiques de débutants. Il dit qu'il ne voyait aucune carte d'identité d'aventurier sur eux. Donc ils étaient du genre à profiter des autres. Un gars nommé Hashimoto confirma cela, et dit qu'il n'était qu'un gamin gâté, dépendant de son équipement. Et son ami, Yamada, ajouta que cet équipement ne lui convenait pas. S'il le cédait gentiment, il le laisserait vivre. Mais Yukito s'occupa rapidement de l'un d'eux. Et maintenant, en regardant cet idiot allongé inconscient sur le sol, il pensa que c'était juste. Mais tout s'était passé aussi bien que possible. L'attaque de piqûre d'abeille que l'ennemi avait utilisée était une compétence de niveau 25. En d'autres termes, son ennemi était beaucoup plus fort. L'attaque de piqûre d'abeille garantit un coup précis que l'ennemi ne pourra pas éviter. En retour, la compétence réduit la puissance d'attaque de 30%. Mais grâce à ses vêtements imbibés de larmes de slime argenté, il a pu réduire les dégâts. En bref, à la fin, seulement 30% de la force du coup original l'ont atteint. Si ce n'était pas pour sa chance, il y aurait un énorme trou dans son estomac en ce moment. Hashimoto était visiblement nerveux. Il ne pensait pas que son ami serait mis KO d'un seul coup. MC pointa son épée vers lui et lui dit de se rendre. Alors il l'épargnerait. Mais il répondit en pointant un bâton magique vers lui et lui disant de ne pas le sous-estimer. Un guerrier peut être facilement vaincu à distance. Il acquiesça et rangea l'épée, disant qu'il ne pouvait pas l'atteindre d'ici. Et son adversaire sourit nerveusement et demanda « Il a abandonné aussi vite ?» Il lui dit que bien sûr, ce n'était pas le cas, puis sortit un bâton de son inventaire et dit qu'il allait aussi utiliser quelque chose, en voyant son arme. Le gars rit bruyamment et demanda moqueusement s'il savait même ce que c'était. Il pointa le bâton vers lui et lui dit que c'était la substance de l'absurdie. Il l'a ramassé chez les embarons. Hashimoto ricana et pensa quel genre d'amateur il était. La substance de l'absurdie est un objet rare, mais ce bric-à-brac instable active un sort aléatoire, et Dieu sait quel genre de sort. La chance de lancer quelque chose d'utile est presque nulle. Dans 40% des cas, le propriétaire échoue. Il y a 30% de chance d'obtenir un enchantement faible, 20% de chance d'obtenir un affaiblissement de buffet, et 9% de chance de créer un sort de niveau moyen. Entrer dans ces 30% de chance d'obtenir un enchantement faible serait déjà un grand succès. Dans tous les cas, il ne pourra pas lancer le sort désiré. Yukito était en train de faire la loterie magique. Et Hashimoto décida d'utiliser une boule de feu, un sort de niveau moyen. Il pensait que même s'il atteignait soudainement ses 9% et invoquait quelque chose du même niveau, son coup serait toujours plus fort, grâce à l'équipement spécial pour magicien, qui ajoute 50 unités à la puissance magique. En d'autres termes, la victoire est garantie pour lui. La chance inhérente aux débutants ne le sauvera pas. Il activa le sort et pointa le bâton vers Yukito, après quoi il lança une énorme boule de feu sur lui, et il bâilla, remarquant qu'il avait enfin bougé. Il avait aussi déjà fini. Il baissa le bâton, et des flux de magie tourbillonnaient près de lui. Et quand il leva le bâton, une énorme météorite enflammée apparut au-dessus de sa tête, qui continuait de grandir en taille à chaque seconde. En balançant son arme, il dirigea la météorite, et elle vola à grande vitesse vers son adversaire, balayant tout sur son passage. Comparé à cette météorite, la boule de feu de ce magicien n'était qu'un petit point. Son sort fut dissipé par la météorite, et il tomba au sol sous le choc, ne comprenant pas comment c'était possible. Il se prit la tête, et pensa qu'il avait lancé un sort de haut niveau. La chance d'un tel résultat était de 0,05%. Quand il se retourna, il vit que la météorite était déjà très proche, et il rit nerveusement, se demandant « C'est juste de la magie d'illusion, n'est-ce pas ?» Mais quand la chaleur frappa son visage, et que ses vêtements et ses cheveux commencèrent à brûler, il ressentit une douleur terrible, et cria d'horreur, lui demandant d'arrêter. Il était tellement effrayé qu'il mouilla involontairement son pantalon. Et dès que la météorite l'atteignit, une forte explosion se fit entendre, projetant les arbres autour. Dès que tout se calma, un cratère profond apparut sur le sol, au centre duquel gisait le même gars, seulement cette fois sans ses vêtements. D'un coup aussi puissant, le bâton de Yukito se brisa et prit feu, et lui, ayant éteint les flammes, le jeta au sol et s'excusa auprès du gars, disant qu'il avait juste eu trop de chance. Prenant une profonde inspiration, il regarda ses adversaires et pensa qu'il avait gagné. Mais les laisser ici sans surveillance était une mauvaise idée. Alors, il décida de les emmener dehors, et après avoir coupé quelques lianes des arbres, les attacha tous les deux. En regardant le résultat de ses efforts, il pensa que cela devrait suffire. Après quoi, il retourna au premier étage et les traîna avec lui. En revenant du donjon, il remit ses scélérats à la police, et quand l'interrogatoire fut terminé, le soleil était déjà sous l'horizon. Quelque temps passa. Il se rendit à la guilde des aventuriers, et, montrant à la fille son badge, s'excusa auprès d'elle de ne pas avoir pris contact depuis si longtemps. Il y avait juste quelques difficultés. Elle clarifia son nom, puis dit avec un sourire que la police leur avait déjà tout rapporté. Et il était content de ne pas avoir à s'expliquer à nouveau. Mais elle ne le laissa pas finir. Et avec un large sourire sur son visage, le félicita pour sa promotion au rang d'argent. Elle lui remit le badge correspondant à ce rang. Et il dit avec surprise qu'il devait y avoir une erreur. Après tout, il n'avait rien fait. Atteindre le rang d'argent n'est pas une tâche facile. Même les personnes talentueuses ont généralement besoin de 3 ans pour le faire. Vous devez obtenir des objets recherchés, vaincre de nombreux monstres. En d'autres termes, apporter une contribution précieuse au travail de la guilde. Mais la fille dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Après tout, il avait attrapé 2 gars de Red Arm,
d'un groupe de crime organisé répandu. Il demanda donc qu'il avait obtenu tant de points de ces idiots qu'il méritait d'être promu au rang d'argent. Elle le confirma et ajouta qu'il avait travaillé dur. Les deux personnes avaient une force comparable à celle des aventuriers de rang d'argent. En entendant cela, il fut très surpris et pensa qu'ils étaient probablement plus forts qu'il ne le pensait. Il aurait pu se retrouver dans une mauvaise situation sans sa chance. Il prit son nouveau badge et rit, disant qu'il avait juste eu de la chance. Et elle nota avec un sourire qu'il disait cela encore, une modestie digne d'un aventurier de rang argent. Elle attendra avec impatience ses exploits dans les étages inférieurs. Les étages disponibles sont déterminés par le rang de l'aventurier. Les rangs bronze peuvent descendre jusqu'au 10e étage. Les rangs argent peuvent aller jusqu'au 30e. Et les aventuriers d'or n'ont aucune limite. Il mit un nouveau badge et remit l'ancien, disant qu'il aimerait maîtriser au moins le 20e étage. La fille, avec une expression sérieuse, dit qu'elle croyait en lui, mais qu'il devait savoir que cet endroit était particulièrement difficile à franchir. Alors elle lui conseilla vivement de ne pas y aller seul. Il s'inclina légèrement devant elle et la remercia pour son souci. Après quoi il partit et pensa qu'il avait progressé beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu. D'ailleurs, en fait, la rencontre avec ces bandits était aussi due à la chance. Un vieil homme le distrait de ses pensées. Il lui demanda de lui accorder une minute de son temps et il s'approcha de lui, s'enquérant de ce qui s'était passé. Le vieil homme pointa le tableau d'affichage et demanda « Est-il l'aventurier qui a vaincu ces criminels ?» Il y avait des avis de recherche pour ces deux gars sur le tableau. Il confirma cela et dit qu'il l'avait attaqué et qu'il avait riposté. Dès qu'il dit cela, le vieil homme trembla d'un excès d'émotion. Puis avec des larmes dans les yeux, il prit ses mains et le remercia. MC ne comprenait pas ce qui se passait et il arracha la fiche de rage et dit qu'ils avaient tué son fils. La police ne pouvait pas s'approcher d'eux et il avait réussi à les attraper. Yukito s'inquiéta et dit qu'il n'avait pas besoin de le remercier. Il faisait juste son devoir d'aventurier. Mais le vieil homme était toujours très reconnaissant et s'inclina devant lui, disant que maintenant, il pouvait apporter de bonnes nouvelles à la tombe de son fils. Après cela, il partit. MC, le suivant des yeux, pensa qu'il semblait qu'il n'avait jamais été aussi reconnaissant dans sa vie passée. À vrai dire, c'était plutôt agréable. En parlant de sa vie passée, si rien n'était changé, le monde serait détruit. Si tout continuait comme avant, il serait déjà vieux à ce moment-là. Mais pourrait-il rester là, à savoir ce qui les attendait? Il chassa cette pensée, parce qu'il n'était clairement pas à la hauteur. Il était trop faible pour se battre pour la paix mondiale. Il se gifla les joues, et pensa qu'il devait d'abord au moins sauver sa mère. Et plus important, maintenant, pendant ce temps, quelque part dans le donjon, un gars de Red Arm nommé Kitu frappait ses poings sur une table en pierre de rage. Il ne pouvait pas croire que Yamada et Hashimoto avaient perdu. Si la même chose arrivait aux autres, il ne pourrait pas payer la taxe aux voyous. Il commença à se ronger les ongles de nervosité. Puis son regard se tourna vers le couteau. Il l'attrapa, et le posant sur la table sur le journal avec les nouvelles de ce que Yukito avait fait, perça sa photo avec un couteau et cria qu'il était fini. Son regard fou brûlait à travers sa photo. Mais ensuite il se calma rapidement, et, remettant le couteau à sa place, décida d'être prudent. Après tout, il avait vaincu Yamada et Hashimoto à lui seul. Cela signifie qu'il a beaucoup de force, mais il a ses propres méthodes, donc sa force n'a pas d'importance. Il jeta un tissu blanc sur lui et partit, disant que sa chance s'était épuisée au moment même où il l'avait découvert. Le temps passa. MC avait déjà atteint le 15e étage, composé d'immenses canyons. Cet étage s'appelle le pic de la montagne solitaire de la mort. Il y a beaucoup de passages sinueux et étroits ici. En un mot, le terrain est traître. En raison des caractéristiques géographiques, il est difficile de nettoyer, même en groupe. Il jeta un coup d'œil aux trois gars qui essayaient de passer par le passage étroit, et pensa qu'il était plus facile de rester inaperçu, ici, parce que cet endroit est un foyer de crime, et une arène idéale pour un chasseur solitaire comme lui. Il décida de prendre un raccourci, et grimpa rapidement la falaise avec son épée. Mais son premier adversaire l'attendait là, un énorme vautour. Il fut le premier à entrer dans la bataille, et pensa qu'ici, il continuerait à augmenter son niveau, à finir de s'entraîner à toutes les compétences nécessaires. Pour passer le 20e étage, il voulait augmenter son niveau uniquement grâce au slime d'argent. Mais apparemment, il en avait tué tellement qu'ils ont cessé d'apparaître maintenant. Donc maintenant, il doit tuer autant de monstres que possible ici. Continuant à avancer, il tua tous les monstres sur son chemin. Qui qu'il rencontra, il y avait des lézards, d'immenses yeux de pierre et des ours. Il les tua tous facilement et reçut des objets rares. Pendant ce temps, Kitu l'observait. Pendant tout ce temps, il découvrit qu'il était un solitaire. Il avait une grande épée d'un slime d'argent, mais pas d'armure. Il ne peut y avoir aucun doute. C'est définitivement celui qui est Yamada et Hashimoto. Il commença à se ronger les ongles de nervosité et pensa qu'il n'en croyait tout simplement pas ses yeux. Mais il décida de convoiter son territoire. Tel idiot. Il n'y a pas besoin d'attaquer maintenant. Il attendra juste qu'il baisse sa garde. Bientôt, la nuit tomba. Yukito décida de faire une pause. Et il pensa qu'il semblait qu'il avait décidé de rester à cet étage. Il tendit toutes les convolutions de son cerveau, et une idée brillante lui vint. Il peut ne pas intervenir parce que c'est son territoire. Et cela signifie qu'il est le chef ici. Il décida de ne plus le suivre, et courut vers un abri. Le temps passa, et il commença à mettre son plan en œuvre. Dans la nature, les monstres et les animaux sont divisés en écosystèmes. Il va en profiter. Il décida de réduire le nombre de prédateurs et d'augmenter le nombre de proies. Quand il avait tué tous les monstres forts dans la région, il s'approcha du canyon où vivaient les insectes et leur jeta quelque chose. À cause de ses actions, les monstres commencèrent à se multiplier à un rythme effréné, et si la pyramide s'effondrait, leur reproduction généralisée serait irréversible. Maintenant, assis dans son abri, il décida que le moment était venu. En d'autres termes, aujourd'hui ne serait qu'un accident.
un aventurier se retrouverait accidentellement directement dans le repère des monstres. Cela n'attirait pas l'attention du public. Prenant l'insectifuge, il s'approcha de l'énorme essaim dans le canyon et dit avec un sourire narquois que tout se passait comme prévu. Il ne restait plus que la dernière étape. Il a dispersé l'insecticide, alarmant l'essaim, et leur a dit de suivre cet idiot et de le dévorer tout entier, ne laissant aucun os. Un énorme essaim d'insectes s'est élevé du canyon, et il a étendu ses bras sur les côtés, riant méchamment pendant que le MC tuait un sanglier. Un bourdonnement a atteint ses oreilles, et il s'est retourné, se demandant ce que c'était. Il a vu un énorme nuage noir dans le ciel, et est devenu très nerveux, ne comprenant pas ce que c'était. Et quand ce nuage noir s'est rapidement approché de lui, il a vu un énorme essaim de cigales mortelles. Il les a regardés avec détermination et a mis son épée derrière son dos, réalisant qu'il ne pouvait pas les gérer seul. Puis a commencé à courir, pensant qu'il devrait rejoindre quelqu'un. Où un groupe d'aventuriers se rassemble-t-il habituellement? Et puis quelque chose lui est venu à l'esprit. Dans sa vie passée, il avait entendu dire qu'il y avait une base de ravitaillement quelque part à cet étage. Un aventurier avait dit que depuis que la base avait été construite là, nettoyer le sommet de la montagne solitaire de la mort était devenu beaucoup plus facile. Elle est située dans une grotte faite de boue rouge. Cependant, pour une raison quelconque, la base n'était pas marquée sur la carte de la région. Il a regardé les énormes rochers devant lui et a réalisé qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Puis il a plongé son épée dans le rocher et a commencé à descendre. Il a sauté sur une grenouille qui servait de trampoline et a continué son chemin. Il a finalement atteint une grotte faite de boue rouge et a commencé à la sentir. Puis il a crié qu'il y avait beaucoup de monstres ici. Il avait besoin d'aide, mais personne ne lui a répondu. Après avoir attendu quelques secondes, il a de nouveau entendu un bourdonnement derrière lui et a serré les dents nerveusement. Puis il a commencé à frapper la boue avec son épée, criant que c'était urgent. Il les a avertis qu'il allait maintenant briser l'entrée. Puis les morceaux de boue se fissurèrent et le passage s'ouvrit. Mais un spectacle étrange l'attendait. Les aventuriers à moitié nus étaient allongés à l'intérieur. Tous étaient attachés, et leurs bouches étaient bâillonnées. Les fixa, stupéfaits, et pensa « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Quand ils l'ont vu, ils ont immédiatement commencé à l'appeler. Mais à cause des bâillons, il ne pouvait que faire un son de gémissement. Il a souri nerveusement et a demandé « Avait-il par hasard découvert l'existence d'une sorte d'association perverse ?» Ils ont immédiatement commencé à secouer la tête négativement. Et lui, les comprenant, a sorti ses épées et s'est précipité en avant, coupant toutes les cordes. Dès qu'ils ont été libérés, ils étaient très heureux, et on dit qu'il les avait sauvés. Ils pensaient déjà qu'ils étaient finis. Il a demandé « Que s'est-il passé ici ?» Et les aventuriers lui ont dit qu'ils avaient été attaqués. Puis ils ont tous soudainement perdu connaissance. Le fait qu'il n'ait pas été tué ne peut signifier qu'une chose. Il voulait être vendu. Une fille a crié que c'était définitivement un trafic d'esclaves. Yukito a regardé tous ces aventuriers et a réalisé qu'il avait trouvé un repère de criminels. Il s'est dirigé vers la sortie et a pensé. Ce point ne devrait-il pas être un point de ravitaillement pour les aventuriers? Il se souvenait avoir entendu parler de cet endroit quand il était plus âgé. Et il a compris que ce repère deviendrait un bastion un jour plus tard. Les forces de l'ordre local ont trouvé cet endroit et en ont fait une base pour les aventuriers. Il s'avère qu'il est juste arrivé trop tôt. Eh bien, dans le passé, il ne s'intéressait à rien d'autre que sa vie. Pendant 10 ans, il a juste apprécié chasser les slimes, et son sens du temps semblait s'affaiblir avec l'âge. Mais ce n'est pas le moment pour de telles pensées. Il s'est retourné vers les aventuriers kidnappés et a pensé que cela l'avait vraiment surpris, mais qu'il devait se ressaisir et agir immédiatement. Il leur a dit qu'il comprenait dans quelle situation il se trouvait maintenant, mais qu'il devait l'écouter attentivement. Il a pointé le nuage noir et a dit qu'un essaim de cigales mortelles volait vers eux en ce moment. Les cigales étaient déjà très proches. Il ne restait que quelques minutes. Les aventuriers ont levé les yeux vers le ciel et sont devenus très inquiets. Et certains ont même commencé à paniquer parce qu'il y en avait trop. Le MC a dit que comme il pouvait le voir, il n'avait pas de temps. Donc s'il voulait survivre, il devrait faire équipe avec lui. Et ils ont réfléchi à son offre, parce qu'il ne pouvait définitivement pas se cacher de tant de monstres. Et certaines filles ont crié que c'était inutile. Ils n'avaient ni équipement, ni armes. L'aventurier était d'accord avec elles, parce que toutes leurs affaires étaient avec les criminels. Et puis Yukito a regardé dans l'inventaire, et a dit qu'il pouvait leur donner autant d'armes qu'ils voulaient. Après cela, il a tout déversé, et leur a dit de prendre ce qu'ils voulaient. Ils ont regardé avec choc le tas énorme d'équipements devant eux. Et pour les presser dans leur décision, l'OMC a dit qu'il pouvait même leur transférer avec le droit de propriété. Les aventuriers ont exclamé « Est-il sérieux? Mais c'est une arme très cool ». Ils ont commencé à tout regarder avec surprise et ont remarqué que tout cet équipement était rare. Où a-t-il obtenu tout ça? Ils ont commencé à se demander qui il était. Ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Après cela, ils se sont emparés de l'équipement sans aucune hésitation. Et certains ont même commencé à se disputer pour les armes. Ils étaient très heureux d'un tel cadeau, et l'un d'eux a dit que s'il vendait tout ça, il ferait fortune. Après avoir mis l'équipement, la fille s'est approchée de Yukito et a demandé s'il pouvait vraiment prendre ça. Il a confirmé cela et a dit qu'il ne demandait rien en retour, mais qu'il le laisse commander un peu. Certaines des filles ont hésité, mais le gars à côté d'elle l'a rapidement convaincu. Après tout, il leur avait sauvé la vie. Un autre aventurier a ajouté qu'il leur avait aussi fourni des armes. Et tout le monde était d'accord avec cela, et ils ont donc décidé de lui obéir inconditionnellement. Certains étaient même prêts à devenir appâts pour les monstres, en regardant ces aventuriers prêts pour le combat. Il s'est souvenu de la façon dont les jeunes s'étaient adressés à lui dans sa vieillesse, et il s'est senti mal à l'aise. Il s'est incliné devant eux et les a remerciés pour tout, à quoi ils ont répondu par des sourires. Après quoi, il a étendu ses bras sur les côtés avec un regard sérieux, et a dit qu'ils utiliseraient l'entrée étroite de cette grotte pour ne pas combattre tout le monde à la fois, qu'ils essaient d'en tuer autant que possible.
Les aventuriers l'ont regardé avec un regard confiant et se sont préparés. Après quoi il a souri et a sorti une épée de derrière son dos. Et, la pointant vers les adversaires, a annoncé le début du combat. Plusieurs insectes ont volé dans la grotte. Le MC resta debout. Dans les premiers rangs, il a tué les cigales. Et celles qu'il a manquées, il les a données aux autres. Les aventuriers ont commencé à utiliser leurs compétences au maximum, en mettant le feu aux insectes avec des boules de feu ou en les tirant à l'arc. Tout le monde travaillait ensemble et s'entraidait. Bientôt, toute la grotte fut couverte d'insectes de l'extérieur. Ils essayaient de ronger la terre pour entrer, tandis que les autres attaquaient l'entrée. Un des aventuriers, après avoir repoussé l'attaque du monstre, a juré et a dit qu'il y en avait trop. Son camarade a exclamé qu'il ne finissait toujours pas. Et Yukito pensait que rien ne fonctionnait encore. Quelque chose va-t-il changer? Des morceaux de terre volaient vers leur tête. Le plafond s'effondrait. Voyant cela, ils se sont tous inquiétés. Et MC a agité la main, leur ordonnant de battre en retraite, mais sans rompre la formation. Bientôt, des fissures sont apparues au plafond. Puis les insectes sont entrés dans la grotte. À cause de cela, ils se sont précipités pour courir plus profondément dans la grotte et se sont regroupés, prêts à se défendre. Un des aventuriers a crié qu'à ce rythme, ils allaient détruire la montagne. Que doivent-ils faire? Ils pouvaient mourir. Il a rapidement regardé autour de lui et évalué la situation. La mine était inachevée et donc pas très fiable. Puis quelque chose a attiré son attention. Il y avait des explosifs très proches, pensa-t-il. Alors les criminels voulaient agrandir la mine avec ça. Ils peuvent utiliser cela. Il le ramassa, puis se tourna vers les autres et dit qu'il y avait des explosifs dans la grotte. Qu'il les trouve. Bien qu'hésitant, ils ont quand même commencé à chercher des explosifs et ont déjà réussi à en collecter 3 morceaux. Le temps passait. Pendant plusieurs heures, ils ont désespérément combattu les cigales mortelles. Mais il y en avait trop, et donc seulement un tiers de la grotte restait. La fille a fait un pas en arrière et a failli tomber, et les monstres continuaient d'avancer. Elle a dit aux autres qu'il n'y avait plus d'endroit où reculer. Et les autres filles ont dit qu'elle était à court de mana. Le gars à côté d'elle a crié avec excitation que les murs ne tiendraient pas beaucoup plus longtemps. Et Yukito, regardant l'abîme derrière eux, a froncé les sourcils et a réalisé qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il a appelé tout le monde à haute voix, attirant leur attention sur lui, et leur a demandé de lui remettre tous les explosifs. L'homme les lui a lancés et a dit que son idée était certainement cool, mais il ne pensait pas qu'il avait assez d'explosifs pour tous les détruire. Un autre aventurier lui a lancé un explosif, doutant du succès de son plan, et lui, l'ayant attrapé, leur a dit que tout irait bien. Il fera exploser la grotte et ils s'effondreront. Il a regardé la grande quantité d'explosifs dans son inventaire et a pensé que les monstres avec une faible intelligence visaient d'abord ce qui représentait une grande menace. En d'autres termes, ils attaqueront celui qui a tué le plus, c'est-à-dire lui. Il a sorti tous les explosifs de son inventaire, et la fille, remarquant comment la cigale a éclaté à travers le trou dans le plafond, a averti les autres que tout ici était sur le point de s'effondrer. Yukito a agité la main et leur a ordonné de courir. Mais ils ont hésité parce qu'il était lui-même en danger. Mais il leur a dit de lui faire confiance. Et ensuite, ils se sont enfuis. Il s'est retrouvé face à face avec un énorme essaim d'insectes, et a pensé que parfois, il fallait prendre des risques. Maintenant, c'est ce moment. Le système a demandé: veut-il utiliser 13 morceaux d'explosifs? Il a accepté et a sauté dans l'abîme, regardant les insectes avec un sourire en coin. Le système l'a averti qu'il n'avait pas de compétences de détonation. La probabilité d'explosion était de 50%. Il a pensé qu'à cause de la classe de chasseur, la probabilité de détonation était faible, mais sa chance était élevée. Le système l'a averti à nouveau que les objets étaient endommagés. La probabilité d'explosion était de 25%. Il espérait avoir de la chance, et lorsque le système a signalé l'utilisation réussie de l'objet, il était heureux. Puis une série d'explosions puissantes s'est produite, provoquant un grondement autour. Le sol était miné. Des morceaux de celui-ci ont volé dans toutes les directions, et MC a profité de cela pour éviter de tomber. En s'appuyant sur les débris les plus proches de lui, il s'est déplacé vers les autres, grimpant rapidement, puis a saisi l'épée à 2 mains et a donné un coup, coupant un énorme morceau de terre. Derrière, il a vu une cigale, la seule qui n'avait pas été affectée par l'explosion. L'insecte a grogné de manière menaçante, et il a pointé son épée vers elle, criant que c'était la fin. Après quoi, il s'est précipité en avant en utilisant les compétences de l'aiguillon d'abeille. Et son coup a été critique comme toujours. Les parties du corps de la cigale sont tombées derrière lui, et il a marché avec un sourire vers les aventuriers qui l'attendaient sur la falaise. Ils étaient surpris qu'il ait traité les monstres si rapidement, et voyant qu'il tombait, ils étaient très inquiets. Il a essayé de planter son épée dans la falaise pour s'accrocher, mais il n'avait pas assez de force et a commencé à tomber, pensant qu'il restait encore un peu. Puis les aventuriers l'ont aidé. Ils lui ont lancé une corde, et lui, l'enroulant autour de sa main, l'a attrapé, après quoi ils ont tous ensemble commencé à le tirer vers le haut. Il était très content qu'il ne l'ait pas laissé dans le pétrin. Et quand il a finalement grimpé sur la falaise, il a regardé l'énorme tas d'insectes morts en bas et a pensé qu'il semblait qu'il avait gagné. Les aventuriers joyeux se sont approchés de lui et ont dit qu'il était leur sauveur. C'était surprenant qu'après avoir combattu tant de monstres, il n'y ait eu aucune victime. Pendant qu'ils se réjouissaient tous, il a souri lorsque le système a signalé qu'un grand nombre de cigales mortelles avaient été détruites. Il a reçu le titre d'exterminateur. Désormais, les dégâts infligés aux monstres de type insecte étaient augmentés de 20%. Il a également reçu la compétence intuition du guerrier. Lui aussi, entre-temps, est retourné à sa cachette et a commencé à donner des coups de pied à la table de rage, ne comprenant pas comment il avait pu vaincre tous les seins de cigales et aussi détruire leur base. Il se souvenait de ses supérieurs et serrait les dents de peur, réalisant qu'il le tuerait pour cela, et tout ça à cause de cet idiot. Pour se calmer un peu, il a commencé à avaler de l'alcool avec avidité, puis a brisé la bouteille contre le mur, et a dit avec rage qu'il le finirait personnellement.
même si cela lui coûtait la vie. Le temps a passé. Yukito est retourné à la guilde des aventuriers. Mais maintenant, toute l'attention était concentrée sur lui. Après cet incident, il a commencé à être reconnu plus souvent. Pendant qu'il discutait avec un employé de la guilde, les autres ont commencé à parler de lui. Tout le monde le connaissait sous le nom de Yukito, le broyeur de montagne, qui a sauvé de nombreux aventuriers. Ils ont aussi commencé à lui proposer de rejoindre des guildes, mais il a refusé, et quand il se dirigeait vers la sortie, les gens lui ont littéralement ouvert un passage. Il pensait qu'il ne pouvait pas encore rejoindre une équipe. Sinon, cela prendrait plus d'efforts et de temps pour obtenir l'élixir. Dans ces circonstances, il ne pourra pas l'obtenir bientôt. Les choses dans les équipes sont distribuées au hasard, et la probabilité d'obtenir un objet rare diminue. Plus il y a de gens, plus le pourcentage de gagner est bas. Il quitta la guilde et pensa que, dans sa vie précédente, il nettoyait toujours les donjons seul. Pourquoi devrait-il changer quoi que ce soit? Plus tard dans la soirée, il est rentré chez lui et a vu de nombreux plats fraîchement cuisinés sur la table. C'était le travail de sa sœur et de sa mère. Il s'est assis à table et les a remerciés pour la nourriture. Ils ont prié et ont finalement commencé à manger. Lorsqu'il a avalé une bouchée, il a immédiatement ressenti un goût familier. Malgré le fait que leur famille était pauvre, ils ont toujours célébré les fêtes. Sa sœur a souligné qu'il était déjà au 20e étage, et sa mère a demandé avec inquiétude s'il était sûr de pouvoir gérer cela. Ils disent qu'après le 20e étage, tout devient de plus en plus difficile de manière exponentielle. Nozomi lui a montré les statistiques et a dit qu'elle s'inquiétait aussi pour lui. Seulement 15% des aventuriers ont pu passer cet étage. Il leur a dit que tout allait bien. Il savait de quoi il était capable. Sa mère a regardé la coupure de journal avec lui, qu'elle avait spécialement gardée, et a dit avec inquiétude que bien sûr, elle était fière de ce qu'il fait pour les gens, mais qu'il ne devait pas s'oublier. Aucun parent ne voudrait que son enfant se sacrifie pour les autres. À cause de ces mots, il s'est souvenu de son corps à la morgue, puis il a souri tristement, et a dit qu'aucun enfant ne veut que son parent soit contrarié. Sa mère voulait objecter, mais Nozomi l'a arrêté et a dit qu'elle ne changerait rien. Il était trop têtu. Une fois qu'il avait quelque chose en tête, il ne pouvait pas être convaincu. Leur mère a soupiré lourdement et a dit qu'il était juste comme leur père, après quoi MC a continué à manger et leur a dit d'arrêter de s'inquiéter pour lui. Il faisait cela parce qu'il le voulait. Ils ont changé de sujet et ont continué à discuter. Et entre-temps, il a pensé à comment il n'avait pas réussi à sauver sa mère dans sa vie passée. Quand il se souvient de cela, son cœur se serre de douleur. Pour effacer le passé et commencer une nouvelle vie, il a simplement besoin d'un élixir. Après avoir fini de manger, il les a remerciés pour la nourriture, puis est allé au 20e étage du donjon de Tokyo. L'alchimiste têtu est un grand mur qui n'obéit pas aux lois de la physique. Dès qu'il est apparu ici, il s'est rapidement précipité vers les monstres qui étaient à proximité. Ils ont tourné leur attention vers lui, et il a pensé que les monstres à cet étage étaient faits de substances inorganiques. Ils étaient dangereux et des tueurs de sang-froid, et aussi pas vivants. Se précipitant en avant, il a balancé son épée plusieurs fois, s'occupant de 2 monstres à la fois, puis s'est retourné, et a vu des gargouilles assises sur les colonnes, dont l'une s'est jetée sur lui. Il s'est rapidement retourné et a frappé, la coupant, et a pensé que la seule chose qu'il avait sauvée était qu'elles agissaient de manière schématique. Après s'être occupé des monstres, il a couru plus loin et s'est arrêté, voyant un golem devant. Son œil s'est allumé en rouge, indiquant son activation, et il a commencé à se lever lentement. Yukito a froncé les sourcils, se préparant au combat, et a pensé que s'il mémorisait tous les mouvements, il pourrait facilement vaincre tout le monde. Le golem s'est préparé, après quoi plusieurs points sont tombés sur MC d'en haut, mais il a évité chaque coup. Se déplaçant rapidement d'un côté à l'autre, il s'est approché de l'ennemi, et d'un coup d'épée, a brisé son noyau, après quoi il a atterri à proximité, et le corps de son adversaire est tombé avec fracas derrière lui. Puis il y a eu une transition vers la pièce suivante. D'énormes portes se présentaient devant lui, et il les a ouvertes avec la pensée que le moment était venu. À partir d'aujourd'hui, sa nouvelle vie commence. Il est entré dans une immense salle, au centre de laquelle se trouvait un cercle magique, et une seconde plus tard, les portes se sont fermées avec fracas. Au centre de ce cercle était assis un golem. Il a été activé par l'arrivée de Yukito. En se levant, il a remarqué son corps couvert de mousse et a pensé que c'était un golem ancien, le boss du 20e étage. Son apparence est effrayante, et ses attaques sont assez puissantes. Dès qu'il s'est retrouvé sous le regard du golem, son corps s'est légèrement courbé sous la pression qu'il exerçait sur lui-même. Mais c'est là que ses capacités se sont arrêtées. Se ressaisissant, il s'est précipité vers l'ennemi et esquivant son coup, a noté mentalement que pour un boss, il avait une vitesse de mouvement normale. Il a sauté, frappant, et a regardé sa poitrine avec la pensée que s'il parvenait à casser un morceau d'armure, il atteindrait le noyau, son point faible, et pourrait gagner. Mais tout ce temps, il n'était pas seul au 20e étage. Lui aussi était là. Il a regardé attentivement dans la salle du boss. Et à côté du golem ancien, un cercle magique est apparu d'où un autre golem a émergé. En voyant cela, MC a été très surpris. Il ne s'attendait certainement pas à cela. Il a immédiatement réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre, ici à part lui. Il a rapidement jeté un coup d'œil autour de la pièce, mais n'a vu personne. Il ne reçoit pas non plus la présence de cette personne. En général, il aurait dû s'attendre à des invités, mais même un débutant ne se lancerait pas dans cette bataille. Et ils sont tous les deux au 20e étage. Il s'est préparé, et à ce moment-là, un poignard a volé vers lui. En entendant le sifflement de l'acier fendant l'air, il se retourna rapidement, et bloqua la lame avec son épée, pensant que c'était clairement un piège. Kitu, entre-temps, s'est caché derrière un pilier, grinçant des dents de frustration à cause de l'attaque ratée, et pensant qu'il avait une réaction rapide. Mais il a encore plus d'avantages. C'est juste un idiot qui ne comprend pas que ce boss ne peut pas être vaincu seul. Il s'est faufilé derrière lui pour que le deuxième golem soit automatiquement invoqué. Mais contrairement à lui, il n'a pas à s'inquiéter de combattre ces monstres. Ils ne le remarqueront tout simplement pas.
Après tout, c'est un voleur, et il est au niveau 52, et avec ses compétences de furtivité, il est complètement en sécurité. Il a utilisé la compétence de pas de chat pour s'approcher rapidement du deuxième golem, et a décidé de le provoquer pendant que Yukito était occupé avec le premier. Dès qu'il a frappé le deuxième golem, il a invoqué son double d'ombre, et s'est éloigné à une distance sûre, faisant en sorte que le monstre soit maintenant ciblé par MC. Un Kitu s'est caché entre-temps, juste au cas où. Il a même pris avec lui une cape d'invisibilité de rang S, qui cache parfaitement sa présence des ennemis. Maintenant, c'est sûr, aucun d'eux ne pourra le remarquer. 2-3 contre 1. Les golems se sont précipités simultanément sur Yukito, ce qui l'a obligé à esquiver, et entre-temps, il a enduit la lame de poison et l'a lancée sur lui en pensant qu'il attaquerait aussi. Mais sans fanatisme, il le pousserait simplement dans un coin. Sa lame a blessé Yukito, mais la tentative d'infliger des dégâts avec le poison a échoué, ce qui l'a légèrement surpris. En se déplaçant vers un autre abri, il a pensé « Comment a-t-il caché l'équipement avec l'antidote sous une armure si faible ?» Mais cela n'a pas d'importance. Il est encore seulement nécessaire de le garder sur le qui-vive. 4 cachés, derrière un pilier, il a lancé plusieurs pièges vers Yukito, puis de nombreuses balles qui ont libéré de petites aiguilles, et a pensé qu'il aimait toutes sortes de pièges. Il réussirait certainement à travailler ainsi seul au lieu de compter sur une bande d'idiots. 5. Il a tendu un fil barbelé chargé d'électricité entre les piliers et a sorti une bombe fumigène empoisonnée, pensant que grâce à ses efforts, ses mouvements étaient maintenant limités. Ce qui signifiait que le moment où les golems le tueraient n'était qu'une question de temps. 10. Les golems l'attendaient devant lui et les pièges derrière lui. Kitu a grimpé plus haut pour profiter correctement de ce spectacle. Vice 7MC, entre-temps, a esquivé les attaques des golems et l'a interpellé bruyamment, ce qui l'a surpris et lui a demandé s'il était à court de choses magiques. Zui Kitu a été très surpris qu'il l'ait trouvé d'une manière ou d'une autre, et lui, ramassant son poignard, lui a dit de descendre. Pourquoi est-il suspendu là? Après cela, il lui a lancé un poignard, lui demandant s'il l'aimait tellement qu'il le traquait maintenant. Ordiz Kitu a repoussé la lame avec effroi et a exclamé avec surprise. Comment l'a-t-il remarqué? 11. Il a répondu que c'était des instincts de chasse, une compétence assez courante. 12. L'homme est devenu furieux et lui a ordonné d'arrêter de crier. Comment une compétence de bas niveau pourrait-elle l'aider à détecter un voleur de haut rang? I13 Yukito a serré son épée plus fort et a demandé, même si c'était un mensonge. Alors quoi maintenant? Va-t-il rentrer sa queue entre ses jambes comme un chien et s'enfuir? 14. Ces mots ont provoqué Kitu et lui, enlevant sa cape, a sorti une arme et lui a ordonné de le regarder. Il était meilleur que lui. 15. Après ces mots, il s'est jeté sur lui, et ils se sont affrontés dans un combat. 16 MC a bloqué son coup, puis l'a repoussé de lui-même, et a dit moqueusement qu'il pense que cette phrase devrait être laissée au vainqueur. Qu'en pense-t-il? Lai 17. Il ne lui a pas répondu et a exclamé, il l'a seulement trouvé en se fiant à l'intuition, qu'il arrête de mentir. 18 Yukito s'est préparé pour un autre coup, et mentalement, il lui a dit qu'il ne mentait pas. Cette compétence aide à détecter le danger autour, mais les chances qu'elle fonctionne sont extrêmement faibles. Ab 19. Dans 99% des cas, l'utilisateur échouera, mais la probabilité est toujours de son côté. Grâce à sa chance, le succès est toujours garanti. 20. Et maintenant, avec l'aide de cette compétence, il voyait littéralement tout. 21 Kitu s'est précipité vers lui, remarquant qu'il était assez rapide pour un chasseur de son niveau, et il a couru vers lui, le remerciant pour le compliment. Malgré les golems autour, ils ont commencé à se battre entre eux, et l'homme a dit que malgré cela, il n'était encore qu'un chasseur, et qu'il ne pouvait pas se comparer en dextérité avec un voleur, et bien sûr, avec précision. 23 souriant largement, il a lancé plusieurs coups rapides, dont un a blessé Yukito. Mais grâce à sa chance, le poison n'a pas fonctionné. 24 Kitu a ricané, et a noté qu'il semblait bien préparé. 25. Il a lancé plusieurs coups qu'il a réussi à bloquer, puis il a disparu de sa vue. 26. En s'appuyant sur le golem, il a sauté sur le côté et est apparu derrière lui, puis a brandi son épée, et juste au moment où il allait frapper, Kitu a remarqué cela et a sauté sur le côté, s'exclamant que même s'il était bien préparé, la situation n'a pas changé. 27 MC a levé les yeux vers lui et a préparé sa compétence, puis s'est élancé en avant, et Kitu a ri, demandant « Est-ce un coup garanti ?» 28. Il a utilisé sa compétence, se transformant en papillon, et est apparu derrière lui, laissant un double à sa place d'origine. 29. Yukito a été surpris de l'avoir manqué, tandis que Kitu a atterri derrière lui, et s'est immédiatement précipité vers lui, disant que coup garanti et esquive parfaite. Lorsque deux compétences contrastées se rencontrent, celle avec le niveau le plus élevé prévaut. 31. Il a brandi ses épées, frappant Yukito à la jambe, le faisant se tendre. 32. Kitu a ri de lui et a exclamé qu'un idiot lent comme lui ne le rattraperait jamais, tandis qu'un des golems a finalement décidé d'agir et a tiré un laser vers eux. 33. Kitu, sans ralentir, s'est immédiatement baissé et a exclamé que c'était tellement cool. 34. Le golem l'a visé pendant qu'il était occupé, et MC a sauté sur le côté, puis l'homme a couru après lui, disant qu'il esquivait facilement les attaques du boss parce qu'elles étaient trop prévisibles. Il a aussi acheté des informations à leur sujet auprès de la guilde, n'est-ce pas? 36. Yukito a bloqué son coup et n'a pas répondu à cette question. Après quoi ils ont échangé quelques coups de plus, et il a soudainement ressenti de la douleur. 37. Quand il a baissé les yeux, il a remarqué les pièges éparpillés sur le sol sur lesquels il avait marché. 38. Kitu le conduisait délibérément ici. 39. Il a exclamé qu'il ne pouvait pas échapper à ses pièges. Cave 40. Après cela, il a ricané et a demandé, il vient juste de s'en rendre compte. 41. Les petits trucs ne l'aideront pas ici. 42. Il s'est jeté sur lui et en utilisant sa compétence de dard de scorpion, a crié que sa victoire était scellée dès que le combat a commencé. 43. MC a essayé de bloquer son attaque, mais son adversaire était si fort qu'il n'a finalement pas pu le supporter et a été repoussé, le faisant heurter son dos contre le mur et laisser tomber son arme. 44. Son visage s'est assombri en un instant, et Kitu s'est jeté sur lui, criant que c'était la fin, et lui, regardant les deux lames croisées, se diriger vers son cou, a crié fort de terreur. 45. Mais en réalité, il faisait seulement semblant. 46.
Il lui a tiré la langue avec un sourire narquois et a dit qu'il se moquait de lui, puis a appuyé sur une brique spéciale dans le mur, et son adversaire a été piégé à l'intérieur d'une barrière impénétrable. 47 Kitu a été très surpris. 48. C'était un piège à gravité, et Yukito, levant son épée, a demandé, a-t-il dit que ces trucs ne l'aideraient pas? 49. Comment expliquera-t-il ce qui lui arrive alors? 50. Son adversaire a essayé de demander quelque chose, mais a réalisé qu'il ne pouvait pas parler normalement. Et il a dit que toutes les informations qu'il connaît sur cet étage sont tirées de situations normales. Qu'il y aurait un idiot qui s'impliquerait dans une bataille avec le boss de quelqu'un d'autre. Kitu a commencé à deviner. Et à ce moment-là, l'ancien golem a attaqué Yukito, mais il a esquivé et a dit que c'était un double raid atypique et des boss atypiques. Il a glissé entre les jambes du golem, se retrouvant derrière lui, et s'est tourné vers son adversaire avec un sourire, demandant « Il se dit voleur ?» Mais il n'a même pas remarqué le piège dans lequel il est tombé. Kitu a crié que c'était impossible, et en regardant les golems s'approcher de lui, il a exclamé qu'il est un chasseur. Que fait-il? Le golem lui a asséné un coup puissant qui l'a forcé à sortir du piège, et l'a projeté contre le mur avec une telle force que des fissures y sont apparues. Il est tombé au sol, et a murmuré que ça faisait tellement mal. Après quoi le deuxième golem l'a ramassé, et l'a jeté au sol de toutes ses forces. Il a essayé de bouger, mais son corps était si faible qu'il a commencé à trembler. Il était choqué qu'il ait remarqué si facilement ses compétences, que personne n'avait pu détecter auparavant, ainsi que les pièges cachés. MC a dit qu'il lui avait déjà dit que c'était de l'intuition. C'était juste ça. L'homme s'est raclé la gorge, essayant de se relever, et Yukito est allé vers les monstres et lui a dit de s'allonger et de se reposer pour l'instant. Il vivait jusqu'au moment où il s'occuperait des monstres. Alors il le remettrait à la police. Il s'est préparé à combattre deux golems, et Kitu l'a regardé, et dans une rage, l'a envoyé en enfer. En entendant qu'il pouvait encore parler, MC s'est retourné surpris. Puis l'homme a ri bruyamment, comme s'il était fou, et a crié qu'il l'emmènerait en enfer avec lui. Il a mis plusieurs paquets d'explosifs sur lui, et a exclamé que cette chose serait plus puissante que ses pièges. Yukito, réalisant ce qu'il était sur le point de faire, a exclamé « A-t-il complètement perdu la tête ?» Riant bruyamment, il a utilisé les explosifs et lui a souhaité une mort rapide. Après quoi, une puissante explosion s'est produite. MC a tenu son épée devant lui, essayant de se défendre, et des fissures sont apparues sur le sol, puis il s'est effondré. Le support sous ses pieds a disparu en un instant, et il est tombé, et quelques secondes plus tard, il a heurté le sol avec un bruit sourd. Il a attrapé sa tête, ressentant une douleur terrible, puis a levé les yeux. Il s'avère que l'explosion a percé plusieurs étages à la fois. La salle du boss était haute, donc il ne pouvait certainement pas remonter maintenant. Il a décidé de regarder autour de lui pour voir où il était, et à ce moment-là, des golems ont atterri de chaque côté de lui. Il a rapidement regardé autour de lui, réalisant qu'il était entouré, et a remarqué une sorte de lueur derrière l'un d'eux. La lumière sortait du coffre, recouvert d'or, et il a souri, réalisant qu'il était dans une salle secrète avec des trésors. Seulement cette salle était trop petite pour manœuvrer. Dans un combat équitable, il ne pourrait pas vaincre deux boss en même temps. Donc c'était un risque. Il ne pouvait qu'espérer que le contenu du coffre le sauverait. Il s'est précipité vers le coffre, décidant de courir entre les jambes des golems, et il a essayé de l'attraper, mais il a sauté de côté, et en s'appuyant contre le mur, a sauté par-dessus, et au même moment, sa blessure à la jambe s'est manifestée. Il a atterri sur le golem, a sauté en bas. Le coffre était très proche, mais son adversaire n'allait pas le laisser y accéder si facilement. Le golem s'est rapidement retourné, et l'a frappé de toutes ses forces avec sa main, le projetant contre le mur, et son épée a volé sur le côté. En frappant son dos, il a subi beaucoup de dégâts, mais tant que sa colonne vertébrale était intacte, il vivrait. En levant les yeux, il a constaté que le golem était sur le point de l'attaquer à nouveau, cette fois avec son pied. Il s'est dépêché de courir sur le côté, mais n'a pas eu le temps. Le golem l'a piétiné, et une douleur aiguë a transpercé la partie inférieure de son corps, ce qui l'a fait crier fort. Ses jambes étaient dans un état terrible. Il a commencé à respirer lourdement, essayant de faire face à la douleur. Il voulait se lever, mais il ne sentait pas du tout ses jambes, et dans la rage, il a frappé le sol, disant qu'il n'abandonnerait pas. La douleur est si forte qu'il se sent mal, mais il doit le faire. Il a rampé de toutes ses forces vers le coffre, et le golem l'a piétiné à nouveau, provoquant une autre flambée de douleur. Il a crié fort, crachant du sang, et se souvenant de son dernier moment avant la mort. Il a pensé que cette douleur n'était rien comparée à tout le désespoir qu'il avait vécu en 70 ans de vie. Levant son regard avec confiance, il a continué à ramper vers la lumière dorée, et a crié qu'aucune souffrance ne le briserait plus. Enfin, il a atteint son objectif, a ouvert le coffre, qui contenait un bracelet de haut rang. Il a souri à sa trouvaille, et au même moment, le golem s'est précipité vers lui, et le second a décidé de lui tirer un laser. Il a mis le bracelet à son poignet et a souri. Cet objet s'appelle le bracelet de variabilité, une chose assez rare qui peut le déplacer à n'importe quel point. C'est exactement ce dont il avait besoin maintenant. Il a décidé de l'utiliser, et les golems étaient déjà très proches. Le système l'a averti que cet objet magique ne convenait pas à sa classe. La probabilité d'activation est de moins 50%. À chaque seconde, les golems étaient encore plus proches, et le pourcentage de probabilité d'activation diminuait. Mais la chance de Yukito a fait son travail, et il a utilisé le bracelet une seconde avant qu'il ne soit écrasé par le corps énorme du golem. Le monstre est tombé directement sur le coffre, exposant son point faible sur son dos, et le protagoniste en a profité. Il s'est téléporté sous le plafond et a sauté sur le deuxième golem par-dessus, et a frappé avec la pensée qu'il devait simplement gagner. Ressentant la douleur, le golem a tiré un laser vers l'autre, laissant une profonde fissure sur le mur, et Yukito a pensé que c'était dur. Même si le monstre a été touché par un laser, il était toujours vivant. Mais il a décidé de ne pas se concentrer là-dessus et a utilisé le bracelet, se déplaçant directement sur le dos du golem couché.
et a pensé que ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait dans une situation aussi difficile. Il a planté son épée à travers les barres protégeant le noyau. Mais avant qu'il ne puisse frapper, le golem s'est levé et il a commencé à tomber. En se retournant, il a vu le deuxième monstre se diriger vers lui et déjà se préparer à frapper, et il a utilisé le bracelet à nouveau, se téléportant derrière lui. Il a balancé son épée sur son dos, le forçant à se retourner et à frapper, mais à ce moment-là, il s'était déjà déplacé vers le premier golem à nouveau. Pendant que le second le cherchait confus, il a visé son noyau et a pensé qu'il se battrait aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à son dernier souffle. Il frappa le cœur du monstre avec son épée de toutes ses forces, et un grincement se fit entendre. Le golem réagit immédiatement à cela et voulut le frapper. Mais à ce moment-là, il s'était déjà téléporté vers le deuxième golem et avait également frappé son cœur. Voyant qu'il s'était fissuré, il utilisa à nouveau la téléportation et frappa le premier monstre. Cela continua pendant un certain temps. Il frappait leur cœur tour à tour. À un moment donné, il s'arrêta et se téléporta entre eux, et pendant qu'il tombait, il pensa qu'au lieu de prier pour obtenir le 6 désiré sur le dé, il allait simplement le lancer jusqu'à obtenir ce 6. Les golems réagirent immédiatement. Ils se précipitèrent tous les deux vers lui, et lorsqu'il ne restait que quelques secondes avant la collision, il se téléporta à nouveau, les faisant entrer en collision, ce qui endommagea lourdement les cœurs. MC se téléporta derrière le deuxième golem et utilisa sa compétence, infligeant un coup critique au cœur et le divisant en morceaux. L'autre golem observa pendant qu'il s'occupait entièrement de son camarade, puis Yukito se téléporta vers lui et, utilisant la compétence tempête de coups, jeta sur lui, pensant que ses pierres ne le briseraient pas. Il s'approcha rapidement de l'ennemi et porta un coup balayé, divisant complètement son cœur. Maintenant, sa force était complètement épuisée, et il commença à tomber tandis que les corps des golems se désintégraient en poussière. Le système rapporta qu'il avait atteint la limite d'utilisation du bracelet, et il tomba sur la poussière de pierre. Le système rapporta qu'il avait vaincu 2 golems anciens, et avait donc reçu des objets de classe légendaire. Remarquant une lueur à proximité, il tourna son regard vers elle. Devant lui se trouvaient 2 élixirs, ceux-là même qu'il avait chassés tout ce temps. Il en prit un et en but la moindre goutte. Dès que l'élixir se répandit dans son corps, il fut illuminé par une couleur vive, et toutes ses blessures commencèrent à guérir. Les os brisés revinrent à la normale. Même toutes les traces de sang disparurent. Après cela, il s'allongea sur le dos et regarda la lumière traversant le trou dans le plafond. Puis le deuxième élixir et sourit, notant que par miracle, il était toujours en vie. Le système l'informa que pour avoir rempli toutes les conditions, il serait récompensé par le titre de survivant, qui ajoute 10 points à la défense, tueur de 2 géants, qui ajoute 20 points à la force, et arbitre de la loi, qui donne 10 points à l'agilité. Lorsqu'il s'était reposé un moment, il déplaça l'élixir dans son inventaire et leva les yeux, se demandant comment il pourrait revenir. Il sauta haut dans les airs puis commença à se repousser du mur, montant lentement jusqu'à atteindre l'étage désiré. Lorsqu'il arriva en haut, il remarqua une cape ensanglantée à proximité laissée par le gars, et il la prit, pensant « Est-ce une preuve suffisante d'un crime ?» Après cela, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit, et marcha vers la sortie du donjon avec un sourire. Dès qu'il fut dehors, il se dirigea immédiatement vers la guilde, et leur raconta tout. Son histoire effraya beaucoup le membre de la guilde qui courut appeler le patron, car il s'attendait à ce que la situation provoque un grand émoi. Lorsque son patron arriva, il lui dit que cet incident devait être couvert dans les nouvelles. Alors il lui demanda de rester pour qu'il puisse mener l'interview, mais MC avait encore des plans. Il s'excusa auprès de lui, disant qu'il était pressé et suggéra de mener l'interview un autre jour. Après cela, il courut chez lui parce qu'il voulait donner l'élixir à sa mère dès que possible. Tous les passants dans la rue le reconnurent, parce qu'en ce moment, il était montré aux nouvelles, disant qu'il avait établi un record en passant 20 étages et vaincu 2 boss seuls. Mais il ne leur prêta aucune attention et atteignit bientôt la maison. Dès qu'il ouvrit la porte, sa sœur et sa mère le saluèrent joyeusement, et il leur montra l'élixir, souriant, disant qu'il était enfin chez lui. Dès qu'elle prit l'élixir, ils allèrent à l'hôpital et firent les tests nécessaires. Bientôt, les résultats arrivèrent. Yukito et Nozomi restèrent figés dans l'attente devant le médecin, et il sourit et dit à leur mère qu'elle était complètement en bonne santé. Ses enfants étaient très heureux, et ils demandèrent « Est-ce vrai ?» Le médecin acquiesça et dit que l'effet de cet élixir était tout simplement incroyable. Nozomi était si heureuse qu'elle serra sa mère dans ses bras et éclata en sanglots, disant qu'elle était enfin en bonne santé. Et elle se tourna vers son fils et prit sa main, disant que c'était grâce à lui. Elle le remercia avec un sourire chaleureux pour tout, et il frissonna. Après cela, les larmes lui montèrent aux yeux, et il la remercia de l'avoir élevé et d'avoir cru en lui. Vieux, il se sentit soulagé. Il pouvait enfin lui dire. Sa sœur se moqua de lui parce qu'il éclata en sanglots juste devant le médecin. Mais elle pleurait elle-même. Essuyant ses larmes, elle nota qu'il aurait pu dire cela à la maison. Et il rit maladroitement, d'accord avec elle. Elle sourit et dit que son frère n'avait jamais appris à voir au-delà de son propre nez au fil des ans. Pour une raison quelconque, sa voix devint déformée et le temps autour s'arrêta. Tout devint d'une certaine manière sombre. Une silhouette d'homme apparut à l'extérieur de la fenêtre. Il entra dans le bureau du médecin par la fenêtre et dit que c'était tellement triste de condamner des gens si sincères et au cœur pur à la souffrance. Il n'était même pas consolé par le fait que cette action aurait lieu dans les murs d'un hôpital. Il commença à parodier comment il réagirait à tout cela, et avec un drame délibéré, dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais tout n'est pas toujours suffisant. La famille ne creusera pas plus profondément, parce que la cause de sa mort sera une crise cardiaque ordinaire. Il s'approcha de Nozomi et serra le poing, puis se jeta sur elle. Mais MC ne le laissa pas faire et bloqua son cou avec son épée, le faisant paraître surpris. Après cela, il s'exclama avec rage,
Qu'est-ce qu'il fait? Il dit calmement aux hommes que c'était si soudain. Peut-il bouger? Yukito était très furieux. Il l'insulta et lui ordonna de répondre à une question. À ce moment-là, son visage lui semblait terriblement familier. Juste devant lui se tenait maintenant le héros, le plus fort des aventuriers et leur sauveur, Oyama Kosumorido. Il lui fit un clin d'œil et dit que ses yeux ne le trompaient pas, puis lui montra son badge et dit qu'il était vraiment un héros. MC le regarda avec confusion, disant qu'il ne comprenait pas pourquoi un héros ferait quelque chose comme ça. Mais Oyama ne le laissa pas finir, disant que c'était maintenant son tour de poser des questions. Seuls ceux qui ont goûté à la mort peuvent passer dans l'oubli. Et donc il n'y a qu'une seule option. Il lui pointa du doigt et demanda s'il avait aussi été réincarné. Yukito fronça les sourcils et demanda ce que ces mots signifiaient. Avait-il aussi vécu une seconde vie? Il sourit et le confirma, disant que puisqu'il n'allait pas nier ce qu'il avait dit, il lui dirait tout maintenant. Il est venu ici pour éliminer le risque de la fin du monde. MC se tourna vers sa sœur et demanda ce qu'elle avait à voir avec tout cela. Il dit qu'elle est l'un des facteurs, ou plutôt l'effet négatif qu'elle pourrait avoir sur son futur mari. C'est pourquoi elle devait être éliminée. Il fut surpris et demanda, donc c'était son futur mari? Il se souvint immédiatement de ce gars, et Oyama dit qu'il était une figure assez importante dans leur monde. Leur divorce l'avait vraiment blessé, et cela serait la cause principale de la chute du monde. C'est pourquoi il est venu aujourd'hui pour éliminer sa sœur. Maintenant, comprend-il pourquoi il fait cela? Il s'exclama en réponse que cette chronologie n'avait rien à voir avec la dernière, et Oyama, ne le croyant pas, demanda si c'était vrai. Pour le convaincre, il pointa sa mère et s'exclama que dans cette chronologie, il avait pu la guérir, donc Nozomi ne travaillerait pas dans un club de nuit pour payer les factures de l'hôpital. Ce qui signifiait qu'elle ne rencontrerait pas son futur mari. Donc tuer sa sœur n'avait aucun sens. L'homme leva la main à son menton pensivement et remarqua que cette théorie était si intéressante. Cependant, au lieu de croire aux théories, il valait mieux agir. Après avoir dit cela, il sortit son épée et Yukito dit qu'il ne le laisserait pas poser un doigt sur elle. Il lui dit que c'était mauvais. Si possible, il ne voudrait pas le tuer. Après tout, il voulait seulement aider les gens. Un sacrifice pour la paix, n'est-ce pas un échange digne? MC secoua la tête, disant qu'il ne reviendrait pas sur ses paroles. Et Oyama dit qu'il ne le ferait pas non plus. Une grande idée lui vint, et il sourit et lui proposa de le combattre pour prouver son potentiel. Il devint nerveux et demanda pourquoi il ferait quelque chose comme ça, et il nota qu'il était spécial. Il se demanda combien il risquait en lui faisant des concessions. Il laissa échapper un rire nerveux et demanda s'il le regardait de haut. Mais c'était à prévoir de la part d'un héros. L'homme s'excusa auprès de lui et dit que c'était parce qu'il était en réalité plus haut que lui. Il lui montra ses statistiques. Il était niveau 50, mais toutes ses statistiques étaient à 3000. Il fut très surpris de voir cela, et Oyama s'approcha de lui, disant qu'il n'y avait rien à dire parce que la vérité était stupidement simple. Sans pouvoir, il était incapable de protéger quoi que ce soit. Il s'approcha de son visage et le regarda menaçant dans les yeux, disant que peu importe qu'il s'agisse de protéger le monde ou les êtres chers, la vérité serait un. Après cela, il fit que pas en arrière et dit que c'était la vérité que tous ceux qui avaient été réincarnés avaient expérimenté. Il se tourna vers lui et brandit son épée, disant qu'il était temps de faire un choix. Soit il tuerait sa sœur maintenant, soit il accepterait son défi. Yukito le regarda avec doute et se demanda ce qu'il devait faire. Devait-il utiliser le bracelet et s'enfuir avec eux? Mais il les trouverait de toute façon, et il ne pouvait physiquement pas rester avec Nozomi pendant des jours, la protégeant d'un danger possible. Il prit une profonde inspiration, puis pointa son épée vers lui et dit qu'il acceptait de le combattre. Oyama sourit comme si c'était tout ce qu'il avait attendu et lui fit un clin d'œil, lui disant de ne pas s'inquiéter. Il ne frapperait pas le pauvre gars. Malheureusement, le néant ne pouvait être utilisé que pour un temps limité. Il sortit une montre de poche de son inventaire et dit qu'il devait tenir 10 minutes, et s'il pouvait, il gagnerait. Il demanda, donc il commencerait ici? Il lui dit que ce n'était pas le cas. Après quoi il sauta par la fenêtre et dit qu'il ne voulait pas détruire les murs d'un hôpital aussi banal et suggéra qu'il trouve un endroit plus approprié pour leur duel. MC courut vers la fenêtre et le regarda tomber, puis jeta un dernier regard à sa sœur et lui dit mentalement qu'il la protégerait certainement. Après cela, il sauta après le héros. Ils se retrouvèrent dans une place spacieuse au milieu d'un parc. Et Oyama dit que cet endroit serait parfait. Yukito ricana, disant qu'il espérait qu'il ne serait pas indulgent avec lui. Et il lui dit que puisqu'il insistait autant, alors il le ferait. Après ces mots, il claqua des doigts, invoqua 5 cercles magiques à la fois d'où sortait le feu, les pierres, la foudre, le vent et l'eau. MC fut surpris qu'il commence avec cela tout de suite, et, esquivant et parant simultanément les coups, qu'il ne lui avait même pas donné le temps de se préparer. Oyama sourit et lui dit qu'il ne faisait que commencer, puis invoqua ses clones, le rendant nerveux. Il prit l'épée avec les clones et se précipita vers lui, demandant « Il est souvent entouré d'ennemis, n'est-ce pas ?» Yukito ouvrit son inventaire et s'exclama en réponse. Pense-t-il qu'il est le seul à pouvoir faire cela? Il sortit 2 poupées de remplacement qui répondirent aux coups des clones du héros. Et il se heurta au vrai. Leurs épées se croisèrent, puis ils augmentèrent la distance entre eux, et Oyama, regardant sa poupée battue, nota qu'elle était faible. Comprend-il qu'il est impossible de gagner juste en se défendant? MC confirma cela, et sortant le bâton de l'absurdité, créa un énorme météore, et lui répondit avec un sourire qu'il comprenait cela parfaitement. Il avait juste besoin de temps. Il balança le bâton, envoyant le météore vers l'ennemi, suivi d'une explosion. Il n'était pas sûr que cela le tuerait, mais au moins cela le ralentirait un moment.
Mais imaginez sa surprise quand Oyama émergea du nuage de fumée, sans une égratignure, et dit qu'il comprenait tout maintenant. 1. C'était son don qui était apparu lors de la réincarnation. 2. Il a une barrière de néant, et il a une grande chance. 3. Yukito cliqua sa langue avec irritation. 4. Il esquiva, mettant son clone en danger. Il eut un sourire en coin et nota qu'il pouvait voir à travers lui, mais l'homme n'était pas d'accord, et dit qu'il avait tiré cette conclusion en se basant sur ses réalisations récentes. MC demanda si il trouvait amusant qu'il puisse tout accomplir avec de la chance. Il lui a dit que la chance faisait autant partie de la compétence que la force ou l'intelligence, mais s'y fier uniquement était imprudent. Les cercles magiques derrière lui grandissaient et il s'est exclamé qu'il allait lui montrer maintenant. Les esprits des 4 éléments ont émergé des cercles magiques et se sont tenus derrière lui, prêts à se battre. Yukito a dit qu'il avait raison. C'était stupide de ne compter que sur la chance tout le temps. Il se souvenait que lorsqu'il avait vu les statistiques du héros, il avait remarqué quelque chose. Sa chance était anormalement basse. Il ne voulait rien faire qui l'embarrasserait devant ses proches, mais ce n'était pas le moment de penser à ça. Cela l'effrayait même un peu de ne pas en douter une seconde. Cependant, il savait pourquoi. Il était prêt à tout pour eux, tout comme il l'avait fait pour lui autrefois. Son adversaire espérait qu'il était prêt, après quoi il a dirigé toute sa force sur lui et a dit que le monde était cruel et injuste et qu'il était temps pour lui de se faire à cette réalité. Les esprits du feu et de l'eau attaquèrent simultanément et pendant ce temps, le protagoniste décida de profiter de son échec pour le vaincre et enfila le bracelet. Le système l'a averti à nouveau de la faible probabilité d'activation, mais la chance a fait son travail et il a commencé à regarder les flots de feu et d'eau s'approcher rapidement de lui. Ayant attendu le bon moment, il s'est téléporté, se retrouvant au milieu d'une rue animée. Oyama l'a rapidement rattrapé et a noté qu'il avait une chose assez utile, mais sa magie de vol lui suffisait. Yukito se tenait au milieu de la foule et s'est excusé auprès de lui, disant qu'il continuerait à se battre ici. Puisqu'il avait décidé de le tester, il voulait le tester en retour. Un héros n'impliquerait pas des innocents. N'est-ce pas? Oyama a compris ce qu'il planifiait et a dit avec un sourire que c'était intéressant. En effet, il était un héros, et son devoir était de protéger les gens, pas de leur faire du mal. Il a claqué des doigts, rappelant les esprits, et a rangé son épée, disant qu'il n'utiliserait pas de magie de masse et qu'une épée ne fonctionnerait pas non plus. Après cela, il a écarté les bras sur les côtés et, levant les lances lumineuses derrière son dos, lui a dit de ne pas s'inquiéter, que cela ne l'empêcherait pas de le vaincre. MC en réponse a également rangé son épée et a sorti un bouclier, après quoi il s'est mis en position, montrant qu'il était prêt. Oyama a agité la main, a pointé les lances sur lui et a dit qu'il se sentait nostalgique. Dans sa vie passée, il combattait souvent des ennemis qui utilisaient la foule comme bouclier. Les lances ont atteint Yukito avec précision, contournant les gens, et il s'est rapidement frayé un chemin à travers la foule, esquivant les coups et a couru dans une ruelle. Il s'arrêta pour détourner la lance et celle-ci vola sur le côté, laissant un trou profond dans le mur du bâtiment et perça même une conduite de gaz. Oyama a atterri à proximité et a dit que les monstres sous l'apparence de personnes, des scélérats qui sèment le désordre dans la ville, deviennent de plus en plus nombreux. Il s'est accroupi et a touché le sol avec sa main, faisant pousser des pierres pointues dans la ruelle, mais MC a pu esquiver. Il a couru plus loin et en sortant de la ruelle, a sauté par-dessus les voitures et s'est caché derrière un camion, disant qu'il avait passé la majeure partie de sa vie à brûler dans les donjons. Donc la ville n'était qu'un endroit où il pouvait se procurer de la nourriture. Il ne se souvient pas beaucoup de sa vie passée. Oyama s'est téléporté vers lui et a dit qu'il était triste d'entendre cela. Il voulait se souvenir de sa vie passée avec quelqu'un qui avait vécu la même chose que lui. Il s'est envolé vers lui pour le frapper, mais il s'est caché sous le camion et a dit qu'il ne voulait rien se rappeler. La vie passée était comme celle d'un ver qui essayait impitoyablement de ramper sur le sol. Oyama a donné un coup de pied au camion et a exclamé qu'il devrait alors être reconnaissant pour la chance de vivre une seconde vie. MC ne s'y attendait pas. Il a à peine bloqué son coup avec son bouclier, mais à cause de cela, il a été projeté hors de dessous le camion et a heurté son dos contre le mur. En se levant, il lui a dit qu'il était du genre à être à l'aise dans les espaces restreints. Et son adversaire a haussé les épaules avec un sourire, disant qu'il ne savait pas qu'il combattait un lâche. Yukito a pris le skateboard qui était à proximité et a patiné en avant dans la rue, souriant, lui disant de dire ce qu'il voulait, mais qui ne se changerait pas. En regardant sa silhouette s'éloigner, Oyama s'est gratté la tête, confus, et a demandé s'était-il enfui à nouveau. Il a soupiré, fatigué, et a dit qu'il commençait à en avoir assez de cela. Après tout, il lui avait demandé de prouver sa valeur. Mais il n'était pas prêt à accepter un lâche qui fuirait toujours. Il a dessiné une étoile dans l'air avec son doigt, et un énorme filet est apparu devant MC, l'empêchant d'aller plus loin. Il a sauté du skateboard, et Oyama s'est rapidement approché de lui, disant que si c'était tout ce qu'il pouvait faire, alors le combat était terminé. Yukito a regardé sur le côté. Il a remarqué un poteau électrique à proximité, et a dit avec un sourire qu'il avait tout compris. Puis il s'est approché et l'a frappé du pied, surprenant son adversaire. Et quand le poteau s'est fissuré et a commencé à tomber, il a dit avec un sourire qu'il était temps d'agir. Voyant qu'il tombait droit sur lui, Oyama est devenu excité et en regardant la voiture derrière lui, a noté qu'il avait tout fait pour qu'il ne puisse même pas esquiver. Il a attrapé le poteau et MC l'a applaudi, disant que c'était attendu d'un brave héros. Il fera tout pour s'assurer que les innocents ne soient pas blessés. Il a jeté le poteau de côté et a confirmé cela, disant que cela va sans dire. Il admet que cela l'a un peu surpris. Yukito ricana à ses paroles, puis coupa les fils et dit que puisque c'est ainsi, il est obligé de les protéger à tout prix. Voyant les fils chargés se balancer au hasard d'un côté à l'autre, il est devenu très nerveux
et quand ses fils ont balancé et atteint le bâtiment, dont il avait récemment percé le mur avec une lance, le courant a touché les conduites de gaz et une explosion s'est produite. Entendant un bruit assourdissant derrière lui, le héros s'est retourné, excité, et voyant que le bâtiment brûlait, a ordonné à son esprit, Undine, d'éteindre le feu. En un instant, elle est apparue à côté du bâtiment et a commencé à libérer de l'eau, et MC a crié qu'il faudrait plus d'eau. L'explosion a affecté non seulement le bâtiment, mais aussi les arbres autour, et maintenant les flammes se propageaient rapidement. À un moment donné, même l'asphalte s'est fissuré et les voitures ont commencé à tomber dans le sol. Le héros sourit nerveusement et s'exclama « Se moque-t-il de lui ?» Il fit appel à ses esprits, le sylphe et le gnome, et s'apprêtait à leur donner des ordres. Mais décidant qu'il ne suffirait pas seul, il courut aussi pour éliminer la destruction. Le gnome fit rapidement sortir les gens de sous terre, et le sylphe souleva les voitures avec le vent. Pendant qu'ils travaillaient ensemble, Yukito s'approcha de son adversaire et lui demanda s'il l'avait oublié. L'ignorant, il s'exclama qu'il n'avait pas le temps pour lui en ce moment, et qu'il n'était tout simplement pas capable de lui causer le moindre dommage. Il lui dit que peut-être qu'il n'était pas capable, mais qu'il pouvait arranger les circonstances pour lui causer du tort. Il courut et le poussa dans le dos avec son bouclier de toutes ses forces, le faisant tomber de la falaise et s'exclama « A-t-il décidé de le jeter directement dans les égouts ?» Il tendit la main, essayant de s'y accrocher, et MC demanda « N'est-ce pas ironique? Le meilleur des meilleurs s'est retrouvé au fond. Au moins, il comprendra ce que c'est. » Il brandit son épée, l'empêchant de s'y accrocher, et il le regarda avec peur, puis tomba dans la fosse des égouts. Il était extrêmement indigné qu'il ait osé lui faire une telle chose, et Yukito, pointant le bâton de l'absurdie vers lui, dit qu'il n'en avait pas encore fini avec lui. Oyama leva les mains et lui demanda d'arrêter. Il abandonna. Après cela, ils s'assirent sur le toit du camion pour parler. Alors qu'Oyama essorait ses vêtements et que le gnome l'aidait à sécher, il dit qu'en raison de sa faible chance, il rencontrait souvent ce genre de choses. Il supposait que cela pourrait arriver dans leur duel aussi, mais il ne s'attendait pas à un tel parcours. C'est la première fois que tant de malheurs lui arrivent en même temps. Il sourit et nota que toutes ces explosions sont justes comme cet accident. Il se souvient, n'est-ce pas? MC confirma cela, et se souvint comment le plus haut étage du bâtiment avait explosé, et ensuite tout le monde avait apporté de la nourriture, et des fleurs à cet endroit pour se souvenir des morts. Il est venu à cet endroit, à prier, et à manger toute cette nourriture. Étonnamment, les souvenirs douloureux du passé ont été utiles pour sa victoire. Il décida de revenir aux affaires, et demanda au héros s'il pouvait lui prouver qu'il était capable d'empêcher le passé de se répéter. Il applaudit joyeusement, et dit qu'il l'avait plus que prouvé. Après cela, il sauta du camion, et dit qu'il le laisserait rester avec elle un peu plus longtemps. Yukito le regarda avec perplexité, et lui, en étirant ses épaules, dit que malheureusement le néant s'apaiserait bientôt, et qu'il devrait faire face à toutes ses conséquences. Il devrait retourner à l'hôpital et faire face à la malédiction du désastre. MC ne comprenait pas du tout de quoi il parlait, et demanda « Quelle malédiction ?» Oyama fut surpris par sa question, et dit que c'était la raison de la tragédie dans cet hôpital. Comment pouvait-il ne pas être au courant s'il venait du futur? Yukito sauta vers lui, et dit que c'était la première fois qu'il en entendait parler. Il dit avec un sourire que ce n'était pas une blague drôle. Il dit avec une expression sérieuse qu'il ne comprenait sérieusement pas de quoi il parlait. Il fut encore plus surpris par cela et demanda à haute voix. Il ne savait vraiment pas pour ce désastre, il ne se souvenait pas des incendies et des routes détruites. Il dit avec un regard confus qu'il avait passé toute sa vie passée dans les donjons. Il croisa les bras avec une expression sérieuse et dit que cela signifiait qu'il ne se souvenait pas toute sa vie passée. Dans ce cas, il ne savait pas comment résister à la malédiction. Il dit qu'il n'en avait aucune idée. Il dit qu'il n'avait de toute façon pas le temps de tout lui expliquer. Le néant s'apaiserait très bientôt. Il devrait aller à la morgue. Elle est au sous-sol de l'hôpital. Quand il y arrivera, il comprendra tout. Il le regarda avec méfiance et demanda pourquoi il devrait l'écouter. Il commença à réchauffer ses mains et dit qu'il essaierait de faire en sorte d'arriver à temps et de comprendre par lui-même. Mais si rien n'est fait, beaucoup de gens mourront. Immédiatement après cela, il s'envola très rapidement et le protagoniste lui demanda de s'arrêter. Il dit avec un regard légèrement insatisfait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, mais qu'il valait mieux retourner à l'hôpital. Il utilisa son bracelet et se téléporta. À l'hôpital, le médecin dit que la seule chose qu'il pouvait leur recommander était de subir des examens réguliers. Yuki acquiesça, le remercia, et dit qu'elle suivrait ses recommandations. Il hocha la tête et les regarda avec un regard légèrement inquiet. Il pensa qu'il n'avait pas le temps d'expliquer, car lui-même ne comprenait pas pleinement ce qui pourrait se passer. Il quitta le bureau et pensa que la seule chose qu'il savait était qu'il ne pouvait pas rester à l'hôpital. Il devrait rapidement les faire sortir d'ici. Nozomi dit avec un regard heureux qu'elle était si nerveuse qu'elle voulait manger. Maman demanda avec un petit sourire s'il pouvait s'arrêter dans un café sur le chemin du retour. Il refusa et dit que pour une telle occasion, il leur préparait lui-même le dîner. Ils furent surpris à cause de cela et demandèrent s'il cuisinerait. C'était si rare. Il demanda avec un sourire qui n'avait qu'une seule requête. Pouvait-ils aller au magasin et acheter tout pour le dîner? Elle demanda s'il voulait les gâter. Comment pourrait-il lui refuser? Elle dit avec un sourire que si maman n'y voyait pas d'inconvénient, alors elle n'y voyait pas d'inconvénient non plus. Quand ils partirent, il se retourna et pensa que maintenant, il était temps pour lui de vérifier la morgue. Il alla aux toilettes pour hommes, où il mit son manteau, et pensa que c'était le butin pour avoir vaincu Kitu. Il le mit pour éviter de rencontrer toutes sortes de monstres faibles. Il ne pensait pas qu'il en aurait besoin pour une telle occasion. Cependant, il ne veut pas vraiment vérifier la véracité des paroles du héros. Lorsqu'il sortit des toilettes, le gars eut peur et pensa qu'il y avait un fantôme ici.
MC entra dans l'ascenseur et pensa qu'il n'avait jamais entendu parler de la malédiction du désastre. Il dit que quand il arriverait à la morgue, il comprendrait tout. Il descendit à l'étage approprié et pensa qu'il faisait très calme ici. Il doit y avoir quelque chose ici qui causerait le désastre. D'abord, il vérifierait s'il y avait quelqu'un de vivant à l'étage. Il sortit son épée, regarda le radar, mais il n'y avait personne à proximité. Il marcha un peu plus loin, trouva la morgue et regarda à l'intérieur. Il alla plus loin et dit qu'il y avait une forte probabilité qu'il se retrouve aussi parmi eux un jour. Il se retourna et pensa qu'au final, il n'avait rien trouvé. Peut-être avait-il décidé de plaisanter à son sujet. À ce moment-là, il entendit un bruit fort provenant de son côté. Beaucoup de ces personnes ont commencé à se lever de leur lit et à marcher vers lui. Il a levé son épée avec un petit sourire et a dit que tout devenait vraiment clair. Il a couvert son visage avec sa manche et a pensé « Est-ce vraiment un zombie ?» Habituellement, les aventuriers les plus forts défient l'étage avec les morts vivants. Il l'a regardé et a pensé que ce n'était pas un genre de virus zombie, mais très probablement les effets d'une malédiction. Si un aventurier était maudit avant sa mort et n'était pas enterré après un certain temps, il devient un zombie. La malédiction peut également se propager aux cadavres voisins. Dans leur vie passée, les âmes des morts étaient remplies de pouvoirs sacrés, mais dans la vie actuelle, une telle méthode n'a pas encore été maîtrisée. C'est bien que la malédiction ne se propage pas aux eaux vivants, à moins qu'ils ne soient mordus par des zombies. Donc il faut être extrêmement prudent. Il a continué à tuer des monstres et à placer des lits de manière à bloquer leur passage. Il a pensé qu'il avait pu réduire leur nombre un peu. Il a regardé l'insigne sur l'un des zombies et a pensé qu'il devait être un aventurier célèbre de son vivant. Cependant, à la fin, il est devenu un mort-vivant. Il a entendu des bruits derrière lui, s'est retourné et a demandé « Est-ce que quelqu'un essaie d'entrer ?» Il y avait 2 zombies. Il s'est retourné brusquement et a pensé que ce serait facile. Il a tué un zombie, a brandi son épée et était sur le point d'attaquer, mais s'est arrêté. Il a regardé le radar et a pensé qu'elle était marquée comme une cible neutre. Alors, elle n'a pas encore été convertie. La fille l'a regardé avec des larmes dans les yeux et lui a demandé de l'aide à haute voix. Il a été surpris par ce qu'il a entendu et a demandé « Est-elle encore en vie ?» Elle doit être une employée de la maison funéraire venue récupérer les corps. Il a pensé que peu importe à quel point il essayait, il ne pouvait pas transformer un zombie en humain. Cependant, si elle avait été mordue récemment, alors il y avait une chance de s'échapper. Cependant, il n'avait pas les outils nécessaires pour aider. De plus, la barricade ne tiendrait pas longtemps. La laisser mourir serait la décision la plus logique et il devrait se concentrer sur l'élimination de la menace principale. Il a ouvert son inventaire et a dit qu'il ne voulait pas être un héros motivé uniquement par l'efficacité. Le système a notifié que le bracelet de variabilité était utilisé. Il a pensé que des outils alchimiques seraient nécessaires pour la guérir. Tout ce qui restait était d'obtenir le sang de celui qui boirait la potion. Il est revenu après avoir tout acheté et a pensé que même lui savait qu'il en faisait trop. Il a pris sa main, a fait une petite coupure sur son doigt et a fait couler son sang dans la fiole. Il a sorti tout ce dont il avait besoin et a dit que maintenant tous les ingrédients étaient rassemblés. Il a fait tout ce qui était nécessaire et le système a notifié que la production de l'élixir sacré de purification avertissement, sa compétence en alchimie est insuffisante. La probabilité d'activation est de 25%. Pas de compétence de synthèse avancée. La probabilité d'activation est de 70%. Compétence magique insuffisante. La qualité d'activation disponible en termes de pourcentage, élevé 1%, moyenne 2%, basse 97%. La production de purification sacrée de haute qualité est terminée. Il a pris l'élixir et a dit qu'elle devait être patiente encore un peu. Il lui a donné cet élixir à boire et elle s'est immédiatement sentie mieux. Il a soupiré de soulagement et a dit que c'était excellent. Il l'a portée sur le côté et l'a assise contre le mur. Il a pris son épée en main et a dit que maintenant c'était le moment de s'occuper des zombies. Il était un peu confus quand il ne les a pas vus et a demandé où ils étaient et pourquoi c'était si calme. Il a été très surpris quand il a remarqué que les zombies se rassemblaient en un seul endroit et qu'ils étaient unis par un liquide noir. Le monstre a fini de se former et a poussé un cri très fort. Il a frappé avec sa tentacule et a dispersé ses barricades. Ito l'a regardé avec un air choqué et a demandé « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Il a pensé que pendant qu'il était parti, la malédiction s'était unie et était devenue plus forte. Est-ce le prix à payer pour montrer de la compassion aux autres? Si le héros savait cela, il rirait à gorge déployée. Il a couru vers le monstre et a dit que cependant, il ne regrettait pas ce qu'il avait fait une seconde. Le monstre a essayé de l'attaquer avec une tentacule, mais il a pu esquiver. En courant assez près, il a frappé très fort avec son épée et a coupé sa tête. Il a pensé que pour tuer un zombie, il fallait se débarrasser de sa tête. Cependant, après cela, le monstre n'est pas mort et a attaqué à nouveau avec une tentacule. Il a frappé à nouveau et a pensé que ce monstre avait beaucoup de têtes. Il a frappé 2 coups rapides avec son épée et a coupé les tentacules qui l'attaquaient. Il a couru à nouveau plus près, a frappé avec son épée et a pensé que cependant, les tactiques étaient toujours les mêmes. Il a continué à attaquer avec son épée et a pensé qu'il suffisait de couper les têtes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Il a coupé la dernière tête et a dit que maintenant, il se transformerait en un tas de cadavres. À sa grande surprise, le monstre a commencé à se transformer à nouveau et il avait une nouvelle tête. Le monstre a crié fort et a libéré plusieurs tentacules avec lesquels il a attrapé les corps de zombies gisant à proximité. Il a commencé à avaler ses corps et le protagoniste a regardé cela et a demandé « Est-ce qu'il se soigne ?» Tout autre zombie se serait déjà transformé en pourriture. Il a regardé ce qui se passait et a pensé qu'il comprenait une chose. Il devait avoir le temps de couper la dernière tête avant qu'il n'ait le temps de restaurer les autres. Mais les compétences du guerrier sont axées sur le combat en face à face et il n'a pas de compétences de combat à distance. Il peut recourir à la puissance du bâton, mais alors il détruira probablement l'hôpital.
Peut-être gagner du temps et attendre le héros, mais je ne veux pas perdre face à ce blond pompeux. Dans tous les cas, je ne peux pas attendre qu'il arrive. Le reste des zombies s'est approché de ce monstre et est monté à l'intérieur. Il a regardé ce monstre énorme et a pensé qu'à ce moment-là, cette créature grandirait à des tailles inimaginables. Le monstre a crié fort et a frappé avec sa tentacule. Le monstre a continué à attaquer avec ses tentacules et a détruit les murs de la morgue. Il a pensé avec une expression sérieuse qu'il devait s'en occuper lui-même. Si cela continuait à manger ses semblables, alors très bientôt personne ne pourrait l'arrêter. Cependant, comment devrait-il le combattre? Il avait besoin d'une chose qui pourrait détruire tous les zombies à la fois. Cependant, ce ne serait pas assez puissant pour détruire tout l'hôpital. Il n'en avait pas encore sous la main. Il se retourna et regarda les outils alchimiques qu'il avait récemment achetés. Il utilisa son épée pour couper les tentacules qui volaient vers lui et pensa qu'un ensemble alchimique pouvait servir à plus que simplement fabriquer des médicaments. Il se cacha derrière le lit et le monstre l'attaqua. Il regarda le monstre avec un sourire en coin et dit que s'il n'avait pas quelque chose, il devait simplement le fabriquer. Il regarda autour de lui et pensa que dans une situation critique, même un tuyau ou une pierre pouvait être une arme utile pour lui. Le monstre frappa très fort avec un tentacule et coupa le lit derrière lequel il se cachait. Il regarda le monstre avec un sourire en coin et dit qu'il était si impatient. Il remit la plaque d'acier dans son inventaire et la regarda. Il sortit son bouclier et dit qu'il était un zombie, donc il devrait être un peu plus lent et plus bête. Il commença à s'enfuir et bloqua les attaques avec les tentacules. Il sortit un livre et trouva une recette pour de la poudre noire. Il lut les ingrédients nécessaires et se demanda où il trouverait tout cela dans la morgue. Il pourrait utiliser le bracelet et se téléporter au magasin, mais il était complètement à court d'énergie. Le bracelet craquait et il pensa qu'il l'avait utilisé sans arrêt toute la journée. Et s'il créait les ingrédients lui-même? Il remarqua une boîte en bois et pensa qu'il avait besoin de bois ordinaire d'abord. Le système notifia qu'il avait reçu du bois de cèdre. Il le jeta dans le chaudron et le système notifia que la création de charbon de bois avait commencé. Attention, l'alchimie ne peut pas aider à créer cet ingrédient. Le taux de réussite est de 25%. Pas assez de compétences magiques. La qualité disponible d'activation en pourcentage. Élevé, 2%. Moyenne, 3%. Basse, 95%. Production de charbon, de bois de haute qualité, terminée. MC commença à regarder autour de lui et pensa qu'il restait du soufre et du nitrate de potassium. Il jeta la fiole avec la potion sur le monstre et se demanda comment même fabriquer cela. Il sortit son téléphone et pensa qu'il était désorienté. Il était grand temps de se tourner vers la puissance d'Internet. Il trouva les informations dont il avait besoin et pensa qu'il avait besoin d'allumettes. L'encens dans le brûle-parfum était allumé par quelque chose? Non? Il regarda le sac de la fille qu'il avait sauvée et trouva des allumettes. Il le jeta dans le chaudron et dit qu'il ne restait plus qu'à en extraire les composants nécessaires. Il réussit à créer du soufre et du nitrate de potassium et pensa que maintenant il devait créer de la poudre noire. Le système notifia que la production de poudre noire de haute qualité était terminée. Utilisez les pieds du chariot et la poudre noire pour créer des balles de haute qualité. Il prit un carnet et commença à écrire quelque chose avec un petit sourire. Le monstre reprit ses esprits après que l'effet de l'élixir se soit dissipé et poussa un hurlement de rage. Il regarda ce monstre avec un sourire en coin et demanda quelle était l'arme la plus efficace contre les zombies. Il ouvrit son inventaire et jeta la feuille de papier avec le dessin de l'arme dans le chaudron. Il jeta les pieds restants du chariot dans le chaudron et le système notifia que la création d'une nouvelle recette commençait. Avertissement. En raison du manque de compétences en métallurgie, ce qui affectera négativement la qualité de la chose. Pas assez de compétences magiques. Qualité d'activation disponible en pourcentage. Élevé, 0,01%. Moyenne, 0,99%. Basse, 99%. Fabrication de fusils de chasse sciés de haute qualité, fait maison terminée. Il marcha vers ce monstre et dit qu'il ne voulait pas profaner les cadavres des chasseurs tués. Mais il ne pouvait rien faire. Le système notifia que le chargement de l'arme avec des balles de poudre noire était terminé. Il pointa l'arme vers le monstre avec un sourire et dit qu'il les tuerait à nouveau. Le système notifia que sa classe ne suppose pas l'utilisation d'armes à feu. La probabilité d'explosion de l'arme augmentée de 30%. Précision diminuée de 30%. Il tira avec son arme et le système notifia que le tir était maîtrisé avec succès. Il frappa le monstre plusieurs fois et chacun de ses tirs était critique. Le monstre souffrit beaucoup à cause de cela, mais commença rapidement à se rétablir. Il tira à nouveau sur le monstre dans la tête et dit qu'il n'avait même pas à y penser. Il continua à tirer sans arrêt, mais le monstre survécut et il dit qu'il était si têtu. Cependant, il était aussi assez persistant. Le monstre tomba au sol mais essaya de se relever et Yukito continua à tirer jusqu'à ce que le système notifia qu'il n'y avait plus de balles. Il marcha sur ce monstre et le système notifia qu'il avait détruit la malédiction du désastre. Il était le premier au monde à détruire une telle créature. Il reçut le titre d'assassin sacré. Les dégâts contre les morts vivants augmentaient de 30%. Il ferma les yeux et dit que c'était enfin terminé. À ce moment-là, la fille qu'il avait sauvée reprit ses esprits et cela attira son attention. Il se tourna vers elle et dit que le médicament fonctionnait toujours. Il était très heureux. Il pensa, comment allait-il expliquer le fait qu'il était ici? Il n'était pas un employé de l'hôpital. Il était couvert de sang et il avait une arme à feu sur lui. Il rangea l'arme dans son inventaire et pensa que s'il disait la vérité, personne ne le croirait. De plus, il était entré dans un endroit où seuls les employés de l'hôpital sont autorisés à entrer. En outre, il avait utilisé une arme en dehors du donjon. D'abord, il doit mettre une cape. Il y eut un coup à la porte, et l'homme dit fort qu'il devrait activer les localisateurs et vérifier si quelqu'un est ici. Il mit la capuche et pensa que quelqu'un était déjà arrivé. Les choses allaient mal.
Ses compétences de furtivité étaient limitées. Après tout, il était de classe guerrier, et il n'avait presque plus d'énergie. Il espérait vraiment que cela le transporterait d'ici une dernière fois. Il appuya sur le bracelet et pensa que cela ne fonctionnait pas. Tout ne se passait pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Plusieurs paladins entrèrent dans la morgue et apportèrent une chaise avec une fille assise dessus. Il les regarda et pensa que la seule chose dont il avait besoin était d'éclairs. L'un d'eux pointa son épée vers lui et dit fort à Madame Naomi qu'il y avait un homme suspect ici. Elle regarda l'écran du téléphone avec une expression calme sur son visage et demanda « Est-il un ennemi de Dieu ?» Il dit fort qu'il ne savait pas cela, mais il avait l'air suspect. Elle lui jeta le téléphone et dit qu'il devait passer le raid pour elle pour l'instant. Elle est descendue, a joint ses mains en prière et a dit que le royaume des cieux devrait apporter à son serviteur plus d'objets. Qu'elle ne rencontre pas la destruction de donateurs immoraux. Elle a ouvert les yeux et l'a regardé avec une expression sérieuse. Elle s'est approchée de lui et a demandé avec une expression calme. Alors, est-il un ennemi de Dieu? Le protagoniste a retiré sa capuche et elle a refusé et a dit que très probablement, c'était lui qui avait tué ces rebelles. Cependant, comment savait-il cela? Elle a commencé à l'examiner sous différents angles et a dit qu'il ne ressemblait pas à un employé d'hôpital. Il rece les rebelles mieux qu'elle. Et comment cela se fait-il? Il était sur le point de dire quelque chose, mais Oyama s'est approché d'eux et a dit qu'il avait ressenti le danger imminent et l'avait envoyé ici. Elle s'est inclinée devant lui et a dit que c'était le maître héros lui-même. Il a fait un clin d'œil avec un sourire bienveillant et a dit qu'il devait s'occuper des accidents dans la ville, ne pouvant être présent ici et là, alors il lui a demandé de l'aide. Naomi l'a regardé et a dit « C'est ça. C'est lui qui lui a demandé cela. » Puisqu'il connaît le héros lui-même, elle ne voit aucune raison d'être suspicieuse. De plus, son karma est assez bas. Il a été un peu surpris par cela et a dit que c'était la première fois qu'il entendait parler d'une telle caractéristique. Elle a dit avec un regard suffisant qu'elle est capable de voir les péchés des autres, les bonnes et mauvaises actions en valeur numérique. Oyama a applaudi et a dit que c'était attendu de la plus jeune novice de l'église. Il l'a regardée et a pensé que cela signifie qu'elle a une compétence rare liée à un domaine d'activité. Elle a dit au Seigneur Eros que cela ne vaut pas la peine. Ce jeune prendra-t-il vraiment part à la prochaine bataille sainte? Ils l'ont regardé pendant quelques secondes. Après quoi, elle s'est tournée vers le héros et il a dit avec un sourire. Bien sûr, c'est ainsi. Il lui sera très utile. Il purifiera les murs du temple des chaînes du mal, apportant la grâce de Dieu. Ils ne lui ont pas prêté attention, et Naomi a dit que puisque le Seigneur Eros lui-même le recommande, il ira avec elle. Elle ne se soucie pas de qui sera à son service, tant qu'il apporte des bénéfices. S'est mis en colère à cause de cela, et a demandé si quelqu'un dans cette pièce demanderait son avis ou non. Il s'est approché de lui, a ri avec un sourire, et a dit qu'il était un tel farceur. Il a dit tranquillement, avec une expression sérieuse, qu'il devait s'éloigner et parler. Ils se sont éloignés des autres. Il s'est excusé, et a demandé s'il pouvait veiller sur elle pour lui. Il semble qu'il ait entendu parler du changement de classe du temple. N'est-ce pas? Il a pensé que le changement de classe du temple était une chose utile pour les aventuriers. S'il veut développer sa classe, ou au contraire, changer son temple, cela l'aidera avec cela. Oyama a dit que dans sa vie passée, il n'avait pas pu sauver le temple à cause du désastre naissant. À cause de la chute du temple, les aventuriers sont devenus plus faibles, tandis que la force de l'ennemi augmentait. Il a dit que puisqu'il sait ce qui va se passer, il devrait s'en occuper lui-même. Il a dit qu'il aimerait, mais il ne peut pas. Il y a encore de nombreuses menaces dans ce monde qu'il doit prévenir pour un avenir paisible. Yukito l'a regardé avec mécontentement et a demandé « Qu'est-ce que cela a à voir avec lui ?» Il a claqué des doigts et a dit qu'il devrait y penser à long terme. En contactant l'église, il pourra aller plus profondément dans les donjons avec une téléportation instantanée entre les étages et des barrières puissantes. Il y a réfléchi et a pensé que l'église a monopolisé tous ceux qui peuvent utiliser la magie de guérison et de soutien. Ils peuvent créer des barrières puissantes dans certaines zones et déplacer les aventuriers avec la magie de téléportation entre les étages. Il a quand même accepté, et Oyama a demandé avec une expression surprise « A-t-il vraiment accepté ?» Il s'est approché de lui, a attrapé le bord de sa cape et a dit qu'en échange, il doit jurer qu'il ne posera pas un doigt sur sa famille. Il a accepté et a dit qu'il n'a pas l'intention de nuire à ceux qui sont utiles à ce monde. Il l'a laissé partir et a demandé « Alors il se débarrassera de lui une fois qu'il ne sera plus utile pour lui ?» Il a dit que ses mots semblaient comme s'il le menaçait. En fait, il demandait juste un peu d'aide. Il a dit que cependant, il devrait au moins lui dire à quoi il s'engageait. Il a accepté et lui en a parlé. Ils sont retournés vers Naomi et elle a demandé s'ils avaient terminé leur conversation. Oyama a accepté et a dit qu'il s'excusait pour l'attente. Elle a dit que tout allait bien. Il nettoyait encore l'endroit de la saleté. Elle a pointé sa lance vers le protagoniste et a utilisé la magie pour nettoyer ses vêtements du sang. Elle a sauté sur une chaise et a dit qu'ils allaient maintenant aller au temple. Il l'a regardé et a demandé pourquoi il faisait cela. Elle a tendu la main pour prendre le téléphone et a dit que c'était nécessaire pour évaluer ses capacités. Il n'y avait aucun intérêt à embaucher une personne qui n'était même pas capable de se battre. Les paladins ont pointé leurs armes vers lui et il s'est immédiatement retourné. Oyama a quitté la pièce très rapidement, lui a souhaité bonne chance et a dit qu'ils peuvent le vérifier en toute sécurité et qu'il est temps pour lui de partir. Il a pensé avec un regard mécompte qu'il l'avait simplement abandonné. Il a dit avec un regard légèrement confus qu'apparemment, il ne pourra pas déjeuner aujourd'hui. Après un certain temps, ils sont arrivés au temple et il a sorti son épée. Naomi a applaudi des mains et dit qu'il pouvait donc commencer. Son adversaire sera un subordonné moyen. Il est environ niveau 40. Son adversaire a sorti son épée, et il a pensé que son niveau est légèrement supérieur au sien. Elle a annoncé le début du combat, et ils ont immédiatement couru l'un vers l'autre. Elle a commencé à manger des croûtes de pain et à regarder cela.
Ils ont croisé les épées, et MC a pensé que pour une raison quelconque, il frappe avec une épée plutôt faiblement. Les guerriers de l'église, bien sûr, sont plus concentrés sur les compétences défensives. Cependant, même ainsi, avec la différence de niveau, il semble qu'ils se battent encore pire que lui. Elle a fini de manger et a canalisé de l'énergie dans son bâton, et a dit que c'était bien. Maintenant, elle lui montrerait un aperçu de la grâce de Dieu. Elle a lancé un sort et avec cela, l'énergie du guerrier a augmenté. Il a couru vers lui très rapidement et a commencé à attaquer, et il a bloqué ses attaques avec son épée, et a pensé qu'il se déplaçait beaucoup plus vite et plus agressivement maintenant. Elle a lancé un buff sur lui. Les guerriers de l'église ont déjà une endurance et une défense élevée. Cependant, avec des buffs de force, ils ne pourraient pas résister à un combat prolongé. Son attention a été attirée par le gant du chevalier, et il a pensé que son armure était très fragile. Il a esquivé l'attaque de son adversaire et a sorti son bouclier, et a pensé que ce serait un péché de ne pas l'utiliser. Il a sorti des scories métalliques, et a pensé que ce déchet semblait fonctionner. Pendant qu'il était distrait, son adversaire a sauté haut dans les airs, a canalisé de l'énergie dans son arme, et a utilisé la compétence marteau sacré. Il a canalisé de l'énergie dans l'objet qu'il tenait, a utilisé la compétence piqûre d'abeille et a sauté vers lui. Il a lancé les scories métalliques avec une grande force, frappant le gantelet et brisant une partie de l'armure. Il a frappé avec son bouclier, causant une grande douleur au paladin dans ses mains et lui faisant lâcher son arme. Ils sont tombés au sol, mais il a pris son épée et l'a pointée vers lui. Il a demandé avec un sourire en coin s'il devait continuer. Naomi applaudit des mains et déclara que cela suffisait. Il était assez fort. Yukito a tendu son épée au paladin avec la poignée vers lui, l'a remercié et a pensé que ce n'était pas qu'il était fort. Il comptait simplement trop sur les améliorations. Elle a sorti son téléphone et a dit qu'ils se rencontreraient plus tard et qu'il pouvait partir maintenant. Il s'est retourné, a accepté et lui a dit au revoir. Après un moment, il est rentré chez lui et a cuisiné pour sa famille. Il a donné à sa sœur et à sa mère la nourriture bien préparée, a gardé celle brûlée pour lui-même et leur a souhaité un bon appétit avec un regard confus. Elle a appelé Nozomi avec un sourire et a demandé s'il devrait au moins essayer. Son frère avait fait tant d'efforts pour eux, après tout. Elle a accepté et lui a souhaité un bon appétit. Il les a regardés avec un sourire et a pensé que sa mère s'était enfin rétablie. Il a pu faire ce qu'il ne pouvait pas faire dans sa vie précédente. Ils ont assez d'argent pour que sa sœur puisse profiter de sa jeunesse. Cependant, ce n'est pas un fait que le jour ne viendra pas où le héros n'aura plus besoin de lui et qu'il rompra sa parole. Jusqu'à ce jour, il doit devenir plus fort que lui. Il a commencé à manger et elle a demandé à son frère s'il ne vaudrait pas mieux qu'il ne le mange pas. Il a dit que le riz brûlé était délicieux. Il a pensé que, cependant, tant qu'il n'était pas une menace pour lui, il devait d'abord régler la situation au temple. Après un certain temps, Naomi a regardé les messages sur le forum avec une expression de mécontentement sur son visage et a pensé qu'ils étaient complètement incompréhensibles. Elle prêche à des gens qui sont assez éloignés de la foi, mais ils veulent tous voir un signe, un symbole, et sont prêts à croire seulement quand ils voient le résultat de leurs propres yeux. En se livrant aux choses mondaines, les gens ne font que gâcher leur karma. Dans le gotcha, elle a appuyé sur le bouton, mais a été déçue par ce qu'elle a vu, a claqué le téléphone sur la table et a dit à haute voix qu'elle maudissait ce dépotoir de dons avides. Il y a eu un coup à la porte de son bureau, et un paladin a demandé s'il pouvait entrer. Elle a donné sa permission. Plusieurs paladins sont entrés, et l'un d'eux a dit qu'il s'excusait de la déranger. Elle a demandé si quelque chose n'allait pas. Il s'est agenouillé et a dit qu'il devait discuter de la bataille sainte à venir avec elle. Elle a demandé avec un regard légèrement confus. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il a dit qu'ils étaient catégoriquement contre l'inclusion d'un aventurier dans leur expédition. Après tout, elle avait vu son karma elle-même. C'était trop dangereux pour eux tous. Naomi a pensé avec un regard légèrement mécontent qu'il parlait de ça encore. Pour être honnête, elle ne s'en souciait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était approfondir sa foi et purifier son cœur. Cependant, appartenir au temple inclut inévitablement des confrontations en son sein. Le paladin a dit qu'elle savait elle-même que la participation des aventuriers ne menait à rien de bon. Elle a mis son monocle avec une expression calme et a dit que c'était le cas. Le temple a soigneusement étudié de telles situations et est arrivé à la conclusion générale que les groupes avec une haute réputation ont une chance de survie beaucoup plus élevée. Par conséquent, le temple a introduit un paramètre caché évaluant le karma. La force des ennemis de Dieu dépend maintenant de cela. Le paladin a accepté et a dit que donc seuls eux, les serviteurs de Dieu avec un karma élevé, ont le droit de combattre. Elle a dit que, cependant, elle remarquerait que le héros lui-même les avait avertis de ne pas se fier uniquement au karma. Elle n'a pas eu le temps de finir parce qu'il a frappé sa main sur la table et a dit que même si le karma était peu fiable, elle devait faire face à la vérité. Des aventuriers dissolus et eux, les serviteurs de Dieu, menant une vie juste, lequel d'entre eux était plus digne d'apporter la paix à ce monde? Il a tendu les documents et a dit que parmi ces aventuriers, il y avait des acteurs, des criminels. Elle a dit avec un petit sourire qu'il y avait une part de vérité dans leurs paroles. Cependant, elle avait déjà donné sa parole qu'elle prendrait l'aventurier à son service, et elle n'avait pas l'intention de revenir sur sa parole. Il a demandé, cependant, elle n'avait pas donné sa parole de combattre ensemble, n'est-ce pas? Elle a soupiré et a dit qu'elle le comprenait, puisqu'ils insistaient tellement. Les aventuriers ne participeraient pas à la bataille sainte. Elle fera tout son possible pour libérer le temple des griffes du mal et du vice. Ils se sont tous agenouillés, et il a dit qu'il lui était reconnaissant. Ils ont quitté le bureau, et il a dit avec un regard joyeux que la dame avait écouté leurs supplications. Ils ont pensé qu'un enfant, qui n'est pas intéressé par la politique, peut être si facilement trompé. Les enfants sont très faciles à manipuler. Ils ont dit que c'est comme il convient à une sainte. Ils doivent eux-mêmes protéger les innocents des ennemis de Dieu. Ils ont pensé qu'ils ne peuvent pas permettre aux héros d'être encore plus exaltés. Il est nécessaire d'obtenir plus de subventions du temple. Ils ont tout levé les mains
et on dit qu'ils doivent servir le Seigneur aujourd'hui aussi. Après un certain temps, le protagoniste se tenait dehors en regardant son téléphone et a pensé qu'avant même qu'il puisse cligner des yeux, le jour de la bataille sainte était arrivé. Il n'a jamais rencontré cette fille pour discuter de la stratégie. Naomi lui a écrit que ses subordonnés expliqueraient tout le jour de la bataille. Il a écrit que, cependant, il vaudrait mieux pour eux, les autres aventuriers, de connaître leur plan à l'avance. Il a signé le document et a pensé qu'il était nommé chef des aventuriers. Il était en quelque sorte responsable de tout le monde. Il s'est téléporté, et le système a notifié que c'était le donjon de Tokyo, le premier étage de la marque indélébile. Ils se sont rencontrés, il a agité la main et l'a salué. Elle se tourna vers lui, s'inclina, et lui souhaita bon matin. Son attention a été attirée par les paladins, qui se tenaient derrière elle, et le regardaient silencieusement. Il a pensé que, pour une raison quelconque, il avait un mauvais pressentiment. Après un certain temps, il a rencontré les aventuriers, s'est excusé, et a dit qu'ils étaient probablement contrariés, parce qu'un étranger était devenu le chef. Il pensait que tous les aventuriers locaux avaient travaillé pour le temple pendant de nombreux jours, contrairement à lui. Ils ont réagi calmement à cela, et ont dit qu'il ne devait pas s'inquiéter autant, parce qu'il avait été choisi par le héros lui-même. C'est vrai, elle est tellement reconnaissante envers Monsieur Eros. Cela attira son attention, et il lui demanda ce qu'elle voulait dire. Le gars a dit que sans lui, ils seraient tous en train de pourrir dans une cellule de prison, depuis longtemps. MC a pensé avec une expression calme, que ce blond pompeux se montre chaque jour comme un héros modèle. En fait, il lui refourgue tout le sale boulot. Naomi a levé sa lance, et a dit que puisque tout le monde est réuni pour commencer leur mission sacrée, ils se dirigent vers le temple au 30e étage. Ils atteignent le temple au premier étage. Et il a pensé que l'église construisait des temples à chaque niveau du donjon. Et cela est considéré comme une zone sûre. Là, ils peuvent offrir toutes sortes de services qui coûtent généralement beaucoup de dons. Au premier étage, le temple est en ruine, ce qui n'est pas surprenant. Après tout, qui pourrait avoir besoin de leurs services au tout début du voyage? Ils se sont tenus dans un cercle magique. La nonne a lu un sort, et ils ont été téléportés. Ils sont sortis du temple, et le système a annoncé que c'était le 30e étage du donjon de Tokyo, la nuit polaire sans fin. Il a pensé avec une expression calme que c'était l'étage illuminé par la lumière tamisée de l'aurore boréale. Il n'y avait presque pas de monstres, peu de ressources, et étrangement, il n'y avait même pas de boss, donc il pouvait se diriger vers l'étage suivant tout de suite. À ce moment-là, les aventuriers ont ignoré l'existence du 30e étage. Ils se sont arrêtés devant le temple, enveloppés d'énergie sombre, et il a demandé quel était leur plan pour prendre le temple. Naomi a pointé son doigt et a dit que leur tâche était de vaincre tous les monstres qui s'étaient installés dans les murs sacrés. Les aventuriers resteraient ici jusqu'à ce que l'assaut soit terminé. Ils ont été surpris par ce qu'ils ont entendu, et il a demandé ce que cela signifiait. Le paladin a dit qu'il ne devait pas le prendre à cœur. Cependant, en raison de leur karma, combattre les démons serait dangereux pour eux tous. Ils devraient les laisser s'en occuper eux-mêmes. Yukito a pensé avec une expression mécontente que le héros ne l'avait pas prévenu de cela. Miyama avait dit plus tôt que le karma était l'un des indicateurs les plus peu fiables. Il y avait de nombreuses failles pour abaisser son karma, qui étaient utilisées par toutes sortes d'hypocrites qui s'étaient installés dans le temple. Ces mêmes personnes le manipulaient pour leurs sales desseins. Il a dit avec un sourire narquois qu'il devrait les tuer et en finir avec ça. Il a dit que si beaucoup de gens du temple mouraient en même temps, il y aurait une grande agitation. Il a demandé, était-ce vraiment si mauvais? Actuellement, il a dit que, aventuriers, avaient leurs obligations envers la guilde. Ils ne pouvaient pas remplir leurs devoirs de manière désordonnée. Cela nuirait à leur propre réputation. Les paladins ont pointé vers elle avec leurs mains, et ont dit qu'ils pouvaient compter sur leur maîtresse. Elle informerait la guilde qu'ils avaient rempli leurs devoirs à 100%, et recevraient la récompense promise. Cependant, si quelqu'un est contre cet arrangement, ils ne retiennent personne. Il a pris le document de lui et a dit avec un sourire que si généreux de la part du temple de payer le montant total pour un travail qui n'était même pas fait. Il a caché son mécontentement derrière son sourire et a pensé qu'en fin de compte, les aventuriers n'étaient que des renforts. Ils n'avaient pas leur mot à dire dans cette affaire. Les paladins ont appelé la maîtresse et ont dit qu'ils devaient commencer une bataille sainte. Ils devaient combiner leurs forces pour vaincre l'ennemi de Dieu. Elle s'est retournée avec une expression incertaine et a dit qu'ils devaient y aller. Ils sont entrés dans le temple et les aventuriers confus ont demandé ce qu'ils devaient faire maintenant. Qu'y a-t-il à penser? On peut dire qu'ils ont fait leur travail. Cependant, est-il acceptable d'être payé pour rien? Le protagoniste a pensé qu'il connaissait l'avenir et que leur groupe mourrait. Cependant, il ne pouvait pas demander aux aventuriers de les sauver. Il a levé les yeux avec une expression mécontente et s'est demandé ce qu'il devait faire. En même temps, Naomi et son groupe sont entrés dans le temple où ils ont vu de nombreux monstres près de la statue. Ils ont marché plus loin et elle s'est demandé si les monstres les attaquaient. Il les avait à peine rencontrés sur cet étage. Serait-ce possible? Elle n'a pas eu le temps de terminer sa pensée parce que deux paladins ont couru vers eux et ont dit que les monstres n'avaient toujours pas fait attention à eux et se tenaient dos tourné. Ils devaient les tuer avant qu'ils ne se retournent. Ils allaient dire autre chose, mais soudain, la bouche de la statue s'est ouverte et une énergie sombre était visible de là. Les ailes d'énergie sombre sont apparues derrière le dos de la statue, ce qui a beaucoup surpris les paladins. Ils l'ont regardé et ont demandé à haute voix pourquoi l'ennemi de Dieu était apparu ici. Eux, en tant que serviteurs de Dieu avec une âme pure, ne devraient pas avoir rencontré le mal. Pourrait-il vraiment y avoir une personne avec un karma bas parmi eux? Ils ont commencé à s'inquiéter et ont pensé qu'ils dépensaient l'argent de l'entreprise. Donc cela ne comptait pas, car l'argent est mauvais. Mais quand il lui est donné en cadeau, il n'y a rien à craindre. La fornication est un péché, mais le divorce et le remariage sont normaux. Si le saint découvre sa véritable nature, il est fini. Les autres ne sont également pas susceptibles de garder la foi.
Donc un petit péché ne gâchera rien de manière inattendue pour eux. Naomi a dit que cela signifiait que le maître héros avait raison après tout. Les monstres se sont tournés vers eux. Et elle a dit qu'ils laisseraient la recherche du coupable pour plus tard. Ils devaient se concentrer sur l'ennemi devant eux. Ils ont accepté et ont dit que la maîtresse avait raison. Tant que la maîtresse était de leur côté, ils n'avaient peur de personne. Elle a canalisé de l'énergie dans sa lance et a lancé un buff sur les paladins qui ont commencé à se battre. Un des monstres a commencé à les attaquer avec des boules de feu, ce qui les a beaucoup surpris. Ils ont dit à haute voix que c'était des monstres inhabituels. Ils étaient très différents de ceux qu'ils avaient rencontrés auparavant. Elle a continué à utiliser la magie avec une expression sérieuse et a dit qu'ils ne devaient pas se précipiter pour tirer des conclusions. Ils étaient tous des monstres qui habitaient le 30e étage. Ceux qui ont atteint le 40e étage seraient capables de les vaincre. Elle a commencé à soigner les paladins et ils ont dit à haute voix qu'elle avait raison. 1. Ils étaient beaucoup plus forts qu'eux. Ils ont couru pour attaquer et ont commencé à attaquer les monstres. La statue continuait à émettre une énergie sombre, rendant les monstres plus forts. Ils ont été surpris par ce qui s'est passé et ont dit à haute voix que quelque chose les renforçait. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Naomi pensait avec un regard inquiet qu'à chaque aventurier qu'elle sauvait, son essence divine devenait plus forte et son pouvoir grandissait. Est-il vraiment vrai que les gens ne sont pas les seuls à acquérir de nouvelles compétences en montant de niveau? Les monstres renforcés ont rapidement couru vers eux. Les paladins n'ont pas pu riposter et les monstres ont commencé à les vaincre un par un. Elle serra les dents avec un regard très inquiet, continua à utiliser la magie et pensa que ces monstres semblaient faire exprès, tout cela juste pour épuiser son mana. Les paladins commencèrent à s'inquiéter et demandèrent « Est-ce qu'ils vont vraiment gagner ?» La statue a fait pousser de longues cornes. Elle l'a remarqué et s'est demandé « Est-ce qu'elle devient plus forte à cause de la peur et du doute ?» Elle a fermé les yeux, a essayé de se calmer et a dit que sans sacrifice, ils ne peuvent pas gagner. Que cet endroit devienne son hôtel. Elle utilise la magie de la rédemption. Ils doivent ouvrir un chemin vers la statue de la déesse. Elle donnera toute sa force, jusqu'à la dernière goutte de sang. Tous les paladins ont couru pour attaquer et ont dit à haute voix qu'ils doivent montrer aux ennemis du Seigneur la puissance de leur foi. Ils ont essayé de combattre les monstres, mais certains ont échoué et ont été tués. Les autres ont été très effrayés en voyant les monstres maléfiques les regarder. Ils ont commencé à courir vers la sortie, appelant à l'aide à haute voix, et ont dit qu'ils ne voulaient pas mourir. Elle s'est tournée vers eux et a dit avec un regard mécompte qu'ils devraient immédiatement retourner à la ligne. Ils ne l'ont pas écouté, ont essayé d'ouvrir la porte du temple, et ont dit à haute voix qu'elle devrait se taire. Aucun dieu ne les sauvera de la mort. Naomi, avec un regard inquiet, a pensé « Pourquoi ces gens se sont-ils si facilement détournés de Dieu ?» Et elle est prête à sacrifier sa vie. Elle baissa la tête avec une expression triste et pensa que, bien qu'elle non plus ne veuille pas mourir en vain. En même temps, MC était dehors et pensait qu'il n'était pas doué pour la manipulation et la persuasion. Peut-être que la simple honnêteté fonctionnera. Il a dit que bien qu'ils aient effectivement rempli la demande, il leur demande toujours d'aider à purifier le temple. Il n'a pas le temps de retourner à la guilde et de créer une demande de purification. Donc ils peuvent prendre cela comme une demande personnelle. Les aventuriers ont dit que puisque le héros l'a choisi, il ne tenterait guère de tromper qui que ce soit. Cependant, pourquoi aiderait-il ces ministres de l'église? Il a dit que personnellement, cela lui était égal. Mais Sir Héros, ce n'était pas pour rien qu'il l'a envoyé pour les aider. De plus, il ne veut pas laisser le pauvre enfant naïf parmi des adultes ignobles. Les aventuriers dirent avec de petits sourires qu'ils le comprenaient. Puisque le héros l'a envoyé ici, ils aideront. Elle ne se soucie pas non plus de ses paladins, mais en ce qui concerne la fille, elle aimerait qu'elle soit en sécurité. Il était content qu'ils aient accepté d'aider et les a remerciés pour cela. Après cela, ils ont tous marché ensemble vers les portes du temple. Il s'est retourné et a pensé qu'au final, personne n'est parti. La popularité du héros a joué en sa faveur. Il s'est retourné et a dit qu'il espérait qu'ils étaient tous prêts. Il ouvre la porte. Soudain, ils ont tous ressenti une énergie sombre très puissante. Ils ont activé le radar et ont vu de nombreuses créatures hostiles. Les aventuriers se sont inquiétés de cela et ont dit que même si la porte était fermée, ils pouvaient sentir une aura meurtrière flotter à l'intérieur. Aucun montant d'argent ne valait le risque. Plusieurs aventuriers sont partis et se sont excusés pour cela. Yukito les a regardés et a pensé que la moitié d'entre eux étaient partis. Cependant, les autres resteraient-ils? Il ne pouvait pas les blâmer s'ils décidaient de partir. Après tout, si ce n'était pas pour la peur pour la vie de Nozomi, lui-même n'était pas sûr qu'il serait entré. Les aventuriers l'ont appelé le leader et ont dit qu'à des moments comme celui-ci, un sourire était particulièrement important. Vous devez créer une attitude gagnante. Il a souri et a dit qu'ils avaient raison. Il a ouvert la porte et les paladins sont tombés, s'enfuyant. Il a donné un coup de pied à l'un d'eux à la tête, les a salués et a demandé « Il semble qu'ils aient des problèmes ici, n'est-ce pas ?» Naomi s'est tournée vers eux avec une expression effrayée en entendant cela. Il a dit avec un sourire que les méchants étaient venus à leur aide. Le paladin, il s'est arrêté, a dit à haute voix les gens avec une âme méchante, ne peuvent pas aller plus loin. Sinon, cette divinité deviendra encore plus forte. Il n'a pas prêté attention à cela, a marché plus loin et a demandé « Donc c'est leur ennemi, cette statue ?» Le paladin s'est mis en colère et a demandé à haute voix « Pourquoi sont-ils tous venus ici ?» Il a été condamné pour vol. Se souvient-elle même de ce qu'était son travail précédent? Le protagoniste s'est très énervé à cause de leurs mots et a dit à haute voix à ces hypocrites qu'ils devraient déjà fermer leur bouche. Si Dieu bénit seulement ceux qui vivent sans péché, alors pourquoi a-t-il fait du percepteur d'impôts un apôtre? Pourquoi Shinran a-t-il prêché que les pécheurs sont ceux qui seront sauvés? Ces mots ont élevé l'esprit combatif des aventuriers. Et il a dit que maintenant, ils leur montreront qu'une personne peut recommencer à tout moment, et quelle est la véritable force des aventuriers qui ont avancé en faisant des erreurs encore et encore. Naomi les a regardés avec une expression inquiète sur son visage et n'a pas remarqué le loup qui a sauté vers elle. Il a couru vers elle très rapidement et a tué le monstre d'un seul coup d'épée. Il a sorti son bâton
et a dit qu'il sauverait les discussions pour plus tard. D'abord, il devait survivre. Il a créé de la foudre, qu'il a utilisée pour attaquer plusieurs monstres à la fois. Elle a bu une potion pour restaurer sa force et a dit que ces monstres étaient beaucoup plus forts que ceux du 40e étage. Ils ne pouvaient pas être vaincus avec des objets. Il a dit que cela signifiait qu'il ne pouvait les combattre qu'en face à face. Elle a commencé à utiliser la magie et a dit avec une expression sérieuse que cela les renforcerait. Son énergie a enveloppé les aventuriers, qui ont rapidement couru pour attaquer. Ils ont agi de concert et ont attaqué ensemble le monstre gigantesque. Il a combattu contre le reste des monstres et a pensé qu'elle faisait un excellent travail en les soutenant. Si tout s'était déroulé selon le plan du héros, ils auraient facilement nettoyé cet endroit. À présent, ils n'étaient plus qu'à moitié aussi nombreux. Pourrait-il percer? Les paladins restants ont fui et il a dit qu'il y avait trop de monstres. A-t-elle des idées sur comment les vaincre? Naomi a accepté avec une expression sérieuse et a dit qu'elle utiliserait l'expiation sur la statue. Il la regarda et pensa que c'était le seul sort de bataille de la classe de la Sainte. Il convertissait la force vitale en énergie magique et effaçait simplement l'ennemi de la surface de la Terre. Cependant, le prix pour détruire un boss de ce niveau serait certainement la mort. Il lui demanda si elle était sûre de cela. Elle acquiesça avec une expression sérieuse et dit qu'elle avait toujours été prête à sacrifier sa vie pour vaincre le mal. Il accepta son idée et dit haut et fort que s'il continuait à les combattre un par un, il ne gagnerait pas ce combat. Il devait ouvrir un chemin pour que la Sainte atteigne la statue. Tous ceux qui restaient se tenaient autour d'elle et regardaient les monstres avec des visages sérieux. Les aventuriers coururent attaquer les monstres qui leur fonçaient dessus. Les aventuriers et les paladins restants combattirent ensemble contre les monstres restants. Naomi atteignit avec succès la statue du monstre et s'arrêta devant elle. Elle les remercia et dit qu'elle pouvait s'en occuper elle-même à partir de maintenant. Elle commença à concentrer son énergie et dit qu'elle était la flèche d'Indra, le tonnerre du Seigneur, que sa chair devienne le sel de la terre et que l'ennemi divin tombe. Elle ne termina pas le sort et regarda ses mains avec une expression très effrayée sur son visage. Elle tremblait de terreur et vit du sang sur ses mains. Elle leva la tête avec une expression très effrayée sur son visage et demanda pourquoi elle tremblait partout. MC courut vers elle et refléta l'énergie sombre d'un coup d'épée. Il demanda, en regardant la mort en face, ressentait-elle la peur pour sa vie? Elle regarda ses mains tremblantes, avec une expression très effrayée sur son visage, et essaya de dire quelque chose. Il lui caressa la tête et dit qu'il était normal d'avoir peur de la mort. Même Dieu cria de désespoir avant son exécution, effrayé de se séparer de la vie. Cela le détruit-il vraiment à ses yeux? Elle commença à essuyer ses larmes, et dit que, cependant, en tant que sainte, elle ne pouvait que se sacrifier pour vaincre l'ennemi de Dieu. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Elle n'eut pas le temps de finir, parce qu'il dit qu'elle avait tort. Il y avait autre chose qu'elle seule pouvait faire. Il la regarda avec un sourire et dit qu'elle devait prier. Une vierge sainte était obligée d'offrir une prière à Dieu pour le salut. N'est-ce pas vrai? Naomi le regarda avec des larmes dans les yeux et pensa que toutes les années où elle avait suivi les Écritures, sa foi avait été inébranlable et sa vie juste. Cependant, la vraie prière n'est-elle pas celle qui est faite face à l'injustice? Elle remet simplement tout à Dieu et implore le salut. Elle s'agenouilla, continua de pleurer, commença à prier et pensa qu'il semblait que jusqu'à ce moment, elle ne savait pas ce qu'était la vraie prière. Grâce à sa prière, la statue cessa d'émettre d'énergie sombre. Elle regarda la statue avec une expression vide, et il dit avec un sourire qu'elle avait fait un excellent travail. Il se tenait devant la statue, et pensa que deux choses étaient nécessaires pour changer de métier. La prière de la prêtresse et l'autel consacré. Dans des circonstances normales, un aventurier ne pourrait pas changer de métier, en plein combat. De plus, lorsque l'autel sacré était sous le contrôle de l'ennemi, il pensa avec un petit sourire qu'il était une exception à la règle. Cependant, le système notifia que le changement de métier était activé. Analyse de l'affiliation de l'autel. Analyse terminée. L'autel était sous contrôle humain. Il doit choisir un métier. Berserker. L'attaque est la meilleure défense. Condition. Tuer un ennemi beaucoup plus fort que lui. Compétence. Géant solitaire, double kill. Paladin. Celui qui goûte le brouillard et cueille des épis empoisonnés. Condition. Karma supérieur à 200. La valeur actuelle est de 280. Le seuil a été atteint. Se prouver dans les batailles contre les morts vivants. Le titre de tueur sacré est disponible. Bouffon. Tragédie de loin, c'est une comédie. Condition non trouvée. Naomi demanda avec une expression heureuse. Est-ce un changement de profession? Il a été activé même dans le temple capturé. Il regarda son visage heureux, avec un petit sourire, et dit que c'était grâce à sa prière. Elle dit que le choix était évident. Pour la servir, il devrait choisir un paladin. Elle courut autour de lui avec un regard heureux, et dit que les paladins ont de la magie de guérison. Et ils ont la plus haute défense. De plus, peu de gens dans le temple peuvent se vanter d'une telle profession. Il allait choisir une autre profession, et dit qu'il demandait pardon, mais qu'il ne voulait pas vraiment être lié au Dieu. Alors il choisirait celle-ci. Elle fut choquée par ce qu'elle vit, et demanda bruyamment ce qu'il avait fait. Une énergie forte l'enveloppa, et le système notifia que le changement de profession était activé. Son apparence changea, et le système notifia que Yukito avait changé de profession, et était devenu un bouffon. Elle le regarda avec une expression perplexe, et demanda « Pourquoi, parmi toutes les professions disponibles, a-t-il choisi la pire ?» Il pensa que même dans sa vie passée, personne n'avait jamais choisi cette profession, parce que toutes les compétences du bouffon étaient basées sur la probabilité et la chance. Les gens qui choisissaient cette profession ne pouvaient pas comprendre l'essence, et perdaient constamment. Une profession dont le pouvoir était lié à la chance, c'est ce dont il avait besoin. Il dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'être amélioré. Elle courut vers son bâton, et dit qu'elle allait le faire maintenant. Elle lui mit un buff,
Et il pensa que premièrement, le buffle donnait un bonus à la puissance d'attaque et au cri. Deuxièmement, son titre de saint assassin lui donnait un bonus de 30% à l'attaque contre les morts vivants. Il brandit son épée, et pensa que troisièmement, lors de l'activation de frappe écrasante, il y avait une augmentation des dégâts critiques. Et enfin, l'effet de la compétence éclair scintillant. Il allait achever la statue avec la prochaine attaque, et le système notifia que c'était une compétence, avec une chance de 50%, que la prochaine attaque inflige 10 fois les dégâts. Avec une chance de 50%, toutes les statistiques sont réduites à 1/10 de leur valeur originale. Durée, 1 heure. Il courut vers la statue, qui continuait de fonctionner, et brandit son épée, remplie d'énergie puissante. La créature dirigea son énergie vers lui, mais il n'y prêta pas attention. Il frappa la statue d'un coup très fort avec son épée, et dit qu'il avait entendu dire que l'histoire se souvient des esclaves devenus rois et des bouffons, qui ont défié les dieux eux-mêmes. Il vainquit la statue avec ce coup, et l'aventurier dit haut et fort avec un sourire que c'était excellent. Leur chef était tombé. Les autres regardèrent les monstres, et dirent qu'ils n'avaient plus qu'à éliminer les sbires. Comme le bonus de la statue s'était dissipé, ils vainquirent facilement les monstres restants. L'aventurier dit que le combat était enfin terminé. Heureusement, il n'y avait pas de victimes. Naomi regarda sur le côté et vit une lumière vive dans les fenêtres. Il remarqua la notification du système indiquant qu'il avait vaincu le double de Baal. On lui attribua un nouveau titre, tueur de dieux sombres. Et ses dégâts contre les morts vivants furent augmentés de 50%. Les dégâts maximum infligés furent mis à jour. Le seuil avait été dépassé, et la compétence frappe écrasante avait évolué en écrasement absolu. Elle commença à pleurer de joie, et le système annonça que le temple était passé sous contrôle humain.